Cette histoire m'a été racontée par une auditrice nommée Sofia, qui vit à Santiago du Chili. Ce qu'elle m'a raconté sur son voisin de l'appartement d'à côté est quelque chose de si courant au début que n'importe qui pourrait le vivre, et c'est précisément pour cela que c'est si perturbant. Si vous avez déjà entendu des choses étranges à travers les murs de votre appartement, des bruits qui n'ont aucun sens, des voix qui ne devraient pas être là, j'aimerais beaucoup que vous partagiez cela dans les commentaires. Parfois, ce qui est le plus effrayant, c'est ce qui se passe juste de l'autre côté d'un mur aussi fin que du papier. Voici maintenant l'histoire de Sofia et des 6 mois qu'elle a passé à vivre à côté de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Je m'appelle Sofia, j'ai 28 ans, et il y a 8 mois, j'ai déménagé de mon appartement à Santiago. J'ai perdu la caution, perdu de l'argent dans un déménagement précipité, et maintenant je paye presque le double de loyer pour un endroit plus petit. Mais cela ne me dérange pas, parce que je ne pouvais pas rester un jour de plus dans cet endroit. Je ne pouvais pas continuer à vivre à côté de lui. J'ai trouvé l'appartement en mars 2023. Il était parfait pour mon budget. Un environnement dans le quartier de Ñuñoa, au 2e étage d'un vieux bâtiment mais bien entretenu. Il avait une bonne lumière naturelle, était proche du métro et le bâtiment était calme. Principalement des personnes âgées et quelques jeunes couples sans enfants. L'appartement voisin était vide lorsque j'ai emménagé. Le concierge, Don Guillermo, m'a dit que le locataire précédent était parti il y a environ 1 mois. « Tu sais pourquoi il est parti ?» ai-je demandé, plus par curiosité que par inquiétude. Don Guillermo haussa les épaules. Il n'a pas donné de raison. Il a simplement dit qu'il devait partir d'urgence. Il a payé la pénalité pour rupture de contrat et est parti en 2 jours. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Les gens déménagent tout le temps pour le travail, des problèmes personnels, peu importe. Le département voisin est resté vide pendant mes 3 premières semaines. C'était agréable, silencieux. Je pouvais travailler à la maison sans distraction. Je suis graphiste indépendante et bien dormir la nuit. Mais alors, à la fin mars, quelqu'un a emménagé dans l'appartement adjacent. Je l'ai su parce que j'ai entendu le bruit de meubles being tirés, des voix de déménageurs, le genre de bruit d'un déménagement. C'était un samedi après-midi. J'ai décidé d'être gentille et d'aller me présenter une fois qu'ils auraient fini. J'ai frappé à la porte vers 18 h. Personne n'a répondu. J'ai frappé à nouveau. Rien. Je pouvais entendre une télévision ou une radio allumée à l'intérieur, donc je savais qu'il y avait quelqu'un. Peut-être était-il fatigué du déménagement et ne voulait pas répondre. Je l'ai compris. Cette nuit-là, vers 11 h, j'ai entendu de la musique. Pas fort, mais suffisamment clair pour traverser le mur que nous partagions. C'était de la musique ancienne, des années 50 ou 60. Des chansons en espagnol qui ressemblaient à des boléros. Bon, j'ai pensé, mon voisin a des goûts musicaux rétro. Ce n'est pas un problème. Ce n'était pas si fort que ça pour déranger. Mais la musique a continué. 11h30, minuit, minuit 30, 1h du matin. À 2h du matin, j'ai finalement frappé le mur. Hé, il est très tard. Baisse la musique. La musique s'est arrêtée immédiatement. Merci, murmurai-je, et je me suis rendormi. La nuit suivante, dimanche, la musique a recommencé. Même heure, 11h du soir, les mêmes chansons anciennes. Et cela a continué jusqu'à 2h du matin, quand j'ai de nouveau frappé le mur. Cela est devenu un schéma. Chaque nuit, de 11h du soir à 2h du matin, toujours la même musique. Elle s'arrêtait toujours quand je frappais le mur. Après 1 semaine de cela, j'ai décidé d'affronter mon voisin directement. J'ai frappé à sa porte un mardi après-midi. Cette fois, quelqu'un a répondu. La porte s'est à peine entr'ouverte. J'ai pu voir une partie d'un visage. Un homme, peut-être dans la quarantaine, avec une barbe négligée et des yeux fatigués. Oui, sa voix était rauque, comme s'il venait de se réveiller. « Bonjour, je suis Sofia, j'habite dans l'appartement voisin. Je voulais simplement me présenter et aussi, enfin, la musique le soir est un peu forte. Pourriez-vous baisser le volume après 11 h ?» Il m'a regardé fixement pendant quelques secondes sans cligner des yeux. « Je ne mets pas de musique », a-t-il finalement dit. « Quoi ? Si, tu mets de la musique. Toutes les nuits, chansons anciennes, boléros. Je ne mets pas de musique. Je ne mets jamais de musique. Mais je l'entends clairement à travers le mur. Ce n'est pas moi, dit-il, et il ferma la porte au visage. Je suis resté là, confuse et énervée. Pourquoi mentir sur quelque chose d'aussi évident ? Ce soir-là, à 11 h précises,
La musique recommença. Cette fois, j'ai prêté plus attention. Elle venait définitivement du département d'à côté. Je pouvais l'entendre plus fort quand je mettais mon oreille contre le mur partagé. Mais il y avait autre chose. Entre les chansons, je pouvais entendre des voix. Comme si des gens discutaient. Une voix masculine et une voix féminine, parlant à voix basse, riant occasionnellement. Mon voisin avait-il des visites? C'est pourquoi il a nié maître de la musique. Était-il gêné d'avoir des fêtes nocturnes? À 2 heures du matin, j'ai frappé le mur plus fort que d'habitude. La musique s'est arrêtée. Mais les voix ont continué. Maintenant, elles semblaient différentes. Elles ne discutaient plus. Elles ressemblaient à une dispute. La voix féminine s'élevait, agacée. La masculine répondait sur un ton dur. Et alors, j'ai entendu quelque chose qui a fait hérisser ma peau. Un cri aigu féminin coupé brusquement. Puis, silence total. Je me suis levé du lit, le cœur battant rapidement. Est-ce que je viens d'entendre ce que je pensais avoir entendu? Devrais-je appeler la police? J'ai attendu, l'oreille collée au mur. Rien. Silence complet. Peut-être regardait-il un film. Peut-être que c'était quelque chose à la télévision. Cela avait du sens. Mais je n'ai pas pu me rendormir cette nuit-là. Le lendemain matin, mercredi, je suis sorti tôt pour travailler dans un café. J'avais besoin de quitter l'appartement. Quand je suis rentré l'après-midi, j'ai croisé Don Guillermo dans le hall. Don Guillermo, connaissez-vous le nouveau locataire de l'appartement à côté du mien? Celui du 2B? Oui, bien sûr. Monsieur Munoz. Pourquoi? Il vit seul? Oui, autant que je sache. Y a-t-il un problème? C'est que j'entends des voix la nuit, comme si j'avais des visites, et de la musique forte. Don Guillermo fronça les sourcils. C'est étrange. Je ne l'ai jamais vu avec quelqu'un. En fait, je le vois presque jamais sortir. Il sort très tôt le matin, vers 6 heures, et revient tard le soir. Il est très réservé. Et avant lui, le locataire précédent, était-il aussi bruyant? Don Guillermo hésita. Écoutez, je n'aime pas parler des locataires, mais celui qui vivait avant Monsieur Munoz se plaignait aussi de bruit, mais des bruits venant de l'appartement quand il était vide. Il disait entendre des choses à travers le mur. Quel genre de choses? De la musique, des voix, des pas. Mais quand je rentrais vérifier l'appartement vide, il n'y avait jamais rien. Je pensais que j'imaginais des choses, ou que les sons venaient d'ailleurs et qu'ils se trompaient. Un frisson me parcourut. Combien de locataires ont vécu dans mon appartement ces dernières années? Dans ton appartement, le 2A, tu as été la 5e locataire en 3 ans. 5e, pourquoi les autres sont-ils partis? Différentes raisons. Mais, maintenant que tu le mentionnes, plusieurs se sont plaints de bruit gênant. Du département voisin. Et le 2B, combien de locataires a-t-il eu? Don Guillermo se gratta la tête. Monsieur Munoz est le 3e en 6 mois. Avant lui, il y avait un jeune couple qui est resté 2 mois. Et avant, un étudiant qui est parti après 3 semaines. Quelque chose n'allait pas. Il y avait un motif ici. Ce soir-là, j'ai décidé d'enregistrer. J'ai configuré mon téléphone pour enregistrer du son toute la nuit. Je l'ai laissé sur la table de nuit près au mur partagé. À 11 heures précises, la musique a commencé ponctuellement. L'enregistrement l'a capté clairement. Ancienne chanson en espagnol. Boleros, comme je l'avais pensé. Et les voix. L'enregistrement les a aussi captées. Une conversation entre un homme et une femme. Mais je ne pouvais pas distinguer les mots, seulement le ton. Amical au début, puis plus tendu. Ensuite argumentatif. Et à 2h17 du matin, le cri. Parfaitement capté dans l'enregistrement. Un cri féminin d'une peur absolue. Suivi d'un coup sourd. Et puis le silence. Le lendemain matin, j'ai pris l'enregistrement et je suis allé directement à la police. Le policier qui m'a reçu a écouté l'enregistrement avec une expression sérieuse. Et vous dites que cela vient de l'appartement de votre voisin? Oui, toutes les nuits. La même séquence. Musique, conversation, dispute, cris. Avez-vous vu votre voisin avec une femme? Non. Le concierge dit qu'il vit seul. Mais il y a clairement quelqu'un d'autre là-bas, où il reçoit différentes visites chaque nuit. Le policier a noté l'adresse. Nous allons faire une visite de vérification, juste pour s'assurer que tout va bien. Je suis retourné dans mon appartement avec un mélange de soulagement et d'anxiété. Finalement,
Quelqu'un allait enquêter. Cet après-midi, 2 policiers sont arrivés à l'immeuble. Je regardais à travers le judas de ma porte pendant qu'ils frappaient au 2B. Mon voisin, M. Munoz, a ouvert la porte. Les policiers ont parlé avec lui. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais j'ai vu qu'ils le laissaient entrer dans l'appartement. Ils sont restés à l'intérieur environ 15 minutes. Lorsqu'ils sont sortis, ils sont passés devant ma porte. J'ai frappé et suis sorti pour leur parler. Et alors, avez-vous trouvé quelque chose? L'un des policiers a secoué la tête. Monsieur Munoz vit seul. Il n'y a personne d'autre dans l'appartement. Il n'y a pas de signe de violence ou de problème. Il dit qu'il ne met pas de musique le soir parce qu'il se couche tôt à cause de son travail. Mais j'ai l'enregistrement. Nous l'écoutons. Mais le département est vide à l'exception de lui. Et il nie être la source du bruit. Alors, d'où vient-il? L'autre policier haussa les épaules. Cela pourrait venir d'un autre département. Le son voyage de manière étrange dans les vieux bâtiments. Il pourrait sembler venir de côté, alors qu'en réalité, il vient d'en haut, d'en bas, ou de l'autre extrémité du bâtiment. Mais c'est tant évident. Ça vient juste de l'autre côté de ce mur. Mademoiselle, nous avons enquêté et n'avons trouvé aucune preuve d'un crime ou d'un trouble. Si le bruit continue, vous pouvez déposer une plainte officielle auprès de la gestion de l'immeuble. Mais il n'y a rien d'autre que nous puissions faire. Ils sont partis. Je suis resté frustré et confuse. Cette nuit-là, j'ai mis mon oreille directement contre le mur à exactement 11 heures. La musique a commencé. Mais cette fois, j'ai fait quelque chose de différent. Je suis sorti de mon appartement et je suis allé dans le couloir. J'ai mis mon oreille contre la porte du 2B. Je n'entendais rien. Aucune musique, aucune voix. Silence complet. Mais quand je suis retourné dans mon appartement et que j'ai mis l'oreille contre le mur partagé, là était, clair comme de l'eau, la musique, les voix. Comment était-ce possible? J'ai décidé de faire une expérience. J'ai configuré mon téléphone pour enregistrer dans mon appartement et j'ai emprunté le téléphone d'une amie pour enregistrer simultanément dans le couloir, devant le 2B. À 11 heures du soir, les 2 téléphones enregistraient. Le lendemain matin, j'ai vérifié les 2 enregistrements. L'enregistrement de mon appartement a tout capté. Musique, voix, le cri à 2h17 du matin. L'enregistrement du couloir n'a rien capté, juste du silence. Des bruits occasionnels de tuyaux, rien d'autre. Les sons n'existaient qu'à l'intérieur de mon appartement. Ils ne pouvaient être entendus que de mon côté du mur. Cela n'avait aucun sens physique. J'ai commencé à enquêter sur l'histoire de l'immeuble. Il a été construit en 1962. Il a eu plusieurs propriétaires au fil des décennies. La plupart des registres étaient difficiles à obtenir. Mais j'ai trouvé quelque chose dans les archives de journaux de la Bibliothèque nationale. En 1968, il y a eu un meurtre dans cet immeuble. Une jeune femme de 24 ans, nommée Alicia Ramirez, a été assassinée par son petit ami dans l'un des appartements. Il l'avait étranglée lors d'une dispute. Il l'a tuée vers 2 heures du matin. Les voisins ont entendu des cris mais ont pensé que ce n'était qu'une dispute de couple et n'ont pas intervenu. Le petit ami a été arrêté, condamné et était mort en prison des années plus tard. L'article ne précisait pas exactement quel appartement. Il disait seulement « 2e étage, unité B, 2B », l'appartement de M. Munoz. J'ai senti tout mon corps se refroidir. Était-ce possible? Écoutais-je un écho du passé? Une résonance résiduelle de cette nuit horrible de 1968. Mais cela n'expliquait pas pourquoi je l'entendais seul. Pourquoi seulement depuis mon appartement? Pourquoi M. Munoz, qui vivait exactement à l'endroit où cela s'était passé, n'entendait rien? Cette nuit-là, j'ai décidé de faire quelque chose de stupide. À 2h15 du matin, alors que je savais que la scène allait atteindre son apogée, je suis sorti de mon appartement et j'ai frappé fort à la porte du 2B. J'ai entendu des pas précipités à l'intérieur. La porte s'est ouverte. Monsieur Munoz était en pyjama, les yeux somnolents et confus. Que se passe-t-il? Pourquoi frappez-vous à cette heure? Vous ne l'entendez pas, ai-je dit presque en criant. La musique, les voix, ils sont en train de se disputer en ce moment même. Il m'a regardé comme si j'étais folle. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de voix. Juste vous, criant à ma porte à 2 heures du matin. Laissez-moi entrer, laissez-moi passer et je vous le prouverai. Absolument pas, allez-vous-en ou j'appelle la police. Et il ferma la porte. Je mis mon oreille contre sa porte. Silence, total. Je retournai dans mon appartement. Je mis l'oreille contre le mur. Les voix étaient là, criaient maintenant.
se disputaient violemment. Et puis, le cri, le coup, le silence. Mais seul moi pouvais l'entendre. Les jours suivants furent un enfer. Je ne pouvais pas dormir. Le manque de sommeil m'affectait. Je faisais des erreurs dans mon travail. Je me voyais amaigri. Et puis, une nuit, quelque chose changea. C'était un vendredi, 11 heures du soir. La musique commença comme d'habitude. Mais cette fois, après quelques minutes, j'entendis quelque chose de nouveau. La voix féminine, très claire, disant mon nom. Sophia. Je restais figé. Sophia, peux-tu m'entendre? Cela ne s'était jamais produit auparavant. C'était toujours la même conversation, la même dispute, la même séquence. Il ne m'avait jamais parlé directement. Alicia, chuchotai-je. Es-tu Alicia Ramirez? Tu sais enfin mon nom. J'ai essayé de te joindre. Tu es la première à vraiment écouter. Que veux-tu? J'ai besoin que tu connaisses la vérité sur ce qui s'est passé, sur ce qui continue de se passer. Quelle vérité? Il ne s'est pas allé. Après m'avoir tué, après être allé en prison, après être mort, il ne s'est pas allé. Il est toujours là, dans cet appartement. Et chaque fois qu'une nouvelle personne emménage à côté, je l'entends. J'entends comment il planifie, comment il attend, comment il prépare. Prépare quoi? Pour le refaire. Il ne s'est jamais repenti. Il a seulement regretté qu'on l'ait attrapé. Et maintenant qu'il est mort, qu'il ne peut plus être capturé, il veut le refaire. Et encore. Et encore. Monsieur Munoz. C'est juste le récipient le plus récent. Il ne le sait pas encore. Mais chaque nuit, pendant qu'il dort, il entre, il s'installe, peu à peu. Et un jour, Monsieur Munoz se réveillera et ne sera plus Monsieur Munoz. Il sera lui, Roberto, mon assassin, et il cherchera quelqu'un de nouveau. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu es la suivante. Je t'ai vu. Comment il te regarde quand tu sors? Comment il trouve des excuses pour rester dans le couloir quand tu es là? Il t'a déjà choisi. Il attend juste le bon moment. Mon sang s'est glacé. Je me suis rappelé les rares fois où j'avais croisé Monsieur Munoz dans le couloir. Comment ses yeux me suivaient une seconde de plus que la normale. Comment parfois, je le sentais regarder par sa lucarne quand je sortais. Tu dois partir. Maintenant. Ce soir. N'attends pas. Une fois que je serai complètement installé, il sera trop tard. Et personne ne te croira. Comme personne ne m'a cru quand je demandais de l'aide avant qu'il ne me tue. Comment puis-je t'aider? Comment puis-je te libérer? Tu ne peux pas. Je suis piégé ici, condamné à revivre ma mort chaque nuit. Mais toi, tu peux te sauver. Pars maintenant. La voix s'est dissipée. La musique a continué quelques minutes de plus, puis s'est arrêtée. Je n'ai pas attendu jusqu'au matin. J'ai fait mes valises avec l'essentiel cette même nuit. À 4 heures du matin, je suis sorti de l'appartement silencieusement. En fermant ma porte à clé, j'ai entendu quelque chose qui a confirmé chaque mot d'Alicia. La puerta del 2B se abrió lentamente. El señor Muñoz, o lo que fuera que ahora habitaba en él, estaba parado en su umbral. Pero no era el mismo hombre, algo en su postura, en sus ojos, era diferente. ¿A dónde vas, Sofía? Su voz era diferente también, más profunda, más fría. No respondí, solo corrí hacia las escaleras. Me quedé en un hotel esa noche. A la mañana siguiente, llamé al dueño del departamento y le dije que me iba inmediatamente, que podía quedarse con el depósito y el mes pagado. No me importaba, solo necesitaba salir del contrato. Recogí mis cosas con la ayuda de 2 amigos durante el día, cuando sabía que el señor Muñoz estaba en el trabajo. Don Guillermo me ayudó, confundido pero comprensivo. No volví nunca más. 2 mois plus tard, j'ai appris par Don Guillermo, à qui j'avais donné mon numéro, que Monsieur Munoz avait été arrêté. Une jeune femme de l'immeuble l'avait dénoncé pour harcèlement. Ils avaient retrouvé des photos d'elle dans son appartement, des photos prises à son insu. L'enquête a révélé qu'il avait des antécédents, des accusations précédentes de harcèlement. Rien qui ait conduit à une condamnation, mais un schéma clair. La femme a eu de la chance. Elle l'a dénoncé à temps. Don Guillermo m'a aussi dit que mon ancien appartement, le 2A, était toujours vide. Personne n'y était resté plus de 2 semaines depuis mon départ. Tout le monde se plaignait de la même chose, bruit, voix, musique la nuit. Et tous étaient éventuellement harcelés par le locataire du 2B.
car Roberto est toujours là, cherchant, attendant, utilisant toute âme assez malchanceuse pour emménager au 2B comme son véhicule. Et Alicia est toujours piégée, condamnée à revivre son meurtre chaque nuit, essayant désespérément d'avertir les nouvelles locataires avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, ça fonctionne. Parfois, comme moi, elles écoutent à temps. D'autres fois, je préfère ne pas penser aux autres fois. C'était tout ce que Sofia voulait partager. Elle m'a dit qu'elle vit maintenant dans un immeuble neuf, plus moderne, où elle vérifie soigneusement tous ses voisins avant de signer un contrat. Si tu as déjà vécu dans un endroit où tu as senti que quelque chose essayait de t'avertir, où les sons que tu entendais étaient des messages désespérés, laisse un commentaire. Parfois, les victimes du passé essaient de protéger celles du futur, et parfois, écouter ces avertissements peut te sauver la vie. Prends soin de toi, vérifie toujours tes voisins, et on se retrouve dans la prochaine histoire. Cette histoire m'a été envoyée par un follower nommé Esteban, qui a travaillé comme conducteur de métro dans la ville de Mexico pendant 5 ans. Ce qu'il m'a raconté sur son dernier mois à ce travail m'a complètement bouleversé, surtout parce que c'est quelque chose qui pourrait techniquement arriver à n'importe quel conducteur dans n'importe quel système de métro dans le monde. Si vous avez déjà voyagé seul dans la dernière voiture du dernier train de la nuit et que vous avez eu l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre avec vous, quelqu'un qui ne devrait pas être là, laissez-le dans les commentaires. Avant de commencer, si vous aimez ces histoires et que vous souhaitez en entendre plus chaque semaine, abonnez-vous à la chaîne. Maintenant, voici l'histoire d'Esteban et du passager qui ne descendait jamais du train. Je m'appelle Esteban et pendant 5 ans, j'ai été conducteur de train sur la ligne 3 du métro de la ville de Mexico. C'était un travail stable, bien payé, avec des avantages. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête. Je transportais des milliers de personnes chaque jour, de l'université jusqu'à Indios Verdes. Le tour qui m'incombait était celui de l'après-midi nocturne, de 14h à 1h du matin. Je conduisais les trains pendant les heures de pointe de l'après-midi, puis durant les heures plus calmes de la nuit. Et enfin, je faisais le dernier trajet de la journée avant la fermeture du système. Ce dernier trajet, celui qui part de Universidad à minuit 40 et arrive à Indios Verdes vers 1h10, était toujours étrange. Il y avait très peu de passagers, des gens qui sortaient tard du travail, des employés de nuit, quelques alcooliques. Les wagons étaient pratiquement vides. Parfois, je faisais tout le trajet avec moins de 10 personnes dans tout le train. Mais il n'était jamais complètement vide. Il y avait toujours quelqu'un. Je faisais ce tour depuis 4 ans sans aucun problème. Je connaissais chaque station, chaque tunnel, chaque son du train. C'était routinier, monotone, sûr. Cela a changé en octobre de l'année dernière. C'était un mercredi, vers minuit 45. Je venais de sortir de la station Universidad avec mon dernier train de la nuit. J'ai regardé les écrans internes. Sean Cabin dispose d'écrans montrant ce qui se passe à l'intérieur des wagons via des caméras de sécurité. Il y avait 7 passagers au total, répartis dans différents wagons. C'était normal pour cette heure-là. Le train avançait doucement dans le tunnel sombre vers la station suivante, Copilco. Les lumières du tunnel défilaient rapidement devant les fenêtres, créant cet effet stroboscopique que tous les conducteurs connaissent bien. Nous sommes arrivés à Copilco. 2 personnes sont descendues. Personne n'est monté. 5 passagers restants. Nous continuons vers Universidad. Un passager de plus est descendu. 4 restent. À Miguel Ángel de Quevedo. 2 autres sont descendus. 2 restent. À Coyoacán, 1 de plus est descendu. Un passager restant. J'ai regardé le moniteur. C'était un homme d'âge moyen, assis dans la dernière voiture. Il portait un costume gris froissé, comme s'il avait eu une journée très longue. Sa tête était inclinée vers l'avant, apparemment endormi. Rien d'inhabituel. À cette heure, les gens s'endormaient souvent dans le métro, surtout après de longues journées de travail. Nous poursuivons vers Viveros, Derechos Humanos. L'homme n'est pas descendu. Il dormait toujours dans la même place. Juanacatlán. Il n'est pas non plus descendu. Balderas. Rien. Nous étions maintenant dans la partie centrale de la ligne, les stations les plus importantes. Normalement, même à cette heure, quelqu'un monterait. Mais cette nuit-là, personne n'est monté à aucune station. C'était juste cet homme endormi dans le dernier wagon et moi dans la cabine du conducteur. Hidalgo. Il n'est pas descendu. Guerrero. Il n'est pas descendu.
Tlatelolco. Il était toujours là, exactement dans la même position. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Cet homme était assis dans la même position, sans bouger du tout, depuis plus de 30 minutes. Pas même le léger balancement d'une personne qui dort. Juste parfaitement immobile. À la Rasa, une grande station où quelqu'un descend presque toujours. J'ai finalement décidé d'utiliser le haut-parleur du train. Monsieur le passager du dernier wagon, voici la station La Rasa. Veuillez vérifier si c'est votre station de destination. J'ai regardé le moniteur. L'homme ne bougeait pas, pas un muscle, comme s'il n'avait rien entendu. J'ai attendu les 2 minutes réglementaires avec les portes ouvertes. Personne n'est monté, l'homme n'est pas descendu. J'ai fermé les portes et j'ai continué. Potrero, Deportivo 18 de Marzo, Linda Vista. À chaque station, l'homme restait exactement pareil. Même siège, même position, parfaitement immobile. Finalement, nous sommes arrivés à la dernière station, Indios Verdes. Fin de la ligne. Tout le monde doit descendre ici parce que le train ne continue pas. Station Indios Verdes. Dernière station. Tous les passagers doivent descendre. Fin du service. J'ai ouvert les portes et j'ai regardé le moniteur. L'homme était toujours assis. Il n'avait pas bougé. J'ai attendu. 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. L'homme ne bougeait pas. Ce n'était pas normal. J'ai utilisé de nouveau le haut-parleur, cette fois directement dirigé vers la dernière voiture. Monsieur le passager, c'est la dernière station. Le train ne continue pas. Vous devez descendre maintenant. Rien. Pas même une réaction. Selon le protocole, si un passager ne répond pas et ne descend pas à la dernière station, le conducteur doit aller vérifier personnellement. Peut-être que le passager est malade, inconscient ou pire. J'ai quitté la cabine du conducteur et j'ai marché le long du quai vide vers la dernière voiture. Mes pas résonnaient dans la station déserte. Il était 1h10 du matin et il n'y avait absolument personne sauf moi et ce passager. Je suis monté dans la dernière voiture par la porte arrière. Les lumières intérieures étaient allumées, créant cette lueur fluorescente, brillante et froide, typique du métro. La voiture était complètement vide. Il n'y avait personne assis là où l'homme devrait être. Personne dans aucun siège. La voiture était absolument vide. J'ai cligné des yeux, confus. S'était-il levé et était-il descendu pendant que je marchais le long du quai? Mais je l'aurais vu. La station était vide. Il n'y avait nulle part où se cacher. J'ai vérifié tout le wagon. Sous les sièges, dans les coins, dans le petit espace près des portes. Rien. Personne. Je suis descendu du train et j'ai vérifié le quai. Complètement vide. Les escaliers menant à la sortie étaient juste là. Si quelqu'un était monté, je l'aurais vu ou au moins entendu ses pas. Mais il n'y avait personne. Je me suis penché dans la cabine de contrôle du quai où se trouve habituellement le personnel de la station. Vide. Ils étaient déjà partis, comme c'est habituel à cette heure. Je suis retourné dans ma cabine de conducteur et j'ai vérifié les enregistrements des caméras internes. Le métro dispose d'un système qui enregistre en continu et conserve les 2 dernières heures. J'ai rembobiné jusqu'au moment où j'ai embarqué dans le train à l'université. Là, il était, l'homme en costume gris montant dans la dernière voiture à la première station. Je l'ai suivi à travers toutes les stations, assis, immobile, exactement comme je l'avais vu sur les moniteurs en direct. Nous sommes arrivés à Indios Verdes lors de l'enregistrement. Les portes se sont ouvertes, j'ai fait l'annonce. Et alors, l'homme a simplement disparu. Il ne s'est pas levé, il n'a pas marché vers les portes. Une image était là, assis. L'image suivante, le siège était vide, comme s'il s'était évaporé dans l'air. J'ai rembobiné et je l'ai revu. Même résultat. Un moment, il était là. L'instant d'après, il n'était plus là. Mon cœur battait vite. Cela n'avait aucun sens. Les gens ne disparaissent pas. Les caméras ne tombent pas en panne de cette manière si spécifique. J'ai décidé de le signaler. J'ai appelé par radio le centre de contrôle. Contrôle, ici train 324. J'ai une situation étrange. Un passager qui était dans mon train semble avoir disparu. Il n'est pas descendu à aucune station visible mais n'est plus dans le train. Il y eut une pause. Puis la voix du dispatcher répondit. Le passager représente-t-il un danger pour la sécurité? Non, c'est-à-dire, il n'est plus ici. Il a simplement disparu. A disparu? Esteban, il est 1h du matin.
Il est probable qu'il soit descendu à une station et que tu ne l'aies pas remarqué. Y a-t-il un problème de sécurité actuel? Non, mais alors termine ton service. Gare le train à la remise et rentre chez toi. S'il y a des équipes ou des personnes égarées, nous gérerons cela demain. La communication a été coupée. J'ai garé le train à la remise comme d'habitude, rempli mon rapport de service, en omettant la partie sur le passager disparu parce que je savais que cela semblerait ridicule, et je suis rentré chez moi. Mais je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je continuais à voir cette image dans ma tête. L'homme assis, parfaitement immobile, puis, simplement, n'étant plus là. La nuit suivante, jeudi, j'ai fait mon service normal. Le dernier trajet a commencé à minuit 40 comme toujours. Cette fois, il y avait plus de passagers, environ 12 au total. Tous sont descendus à différentes stations. Lorsqu'on est arrivé à Tlatelolco, il ne restait que 2 personnes, une jeune femme dans le 3e wagon et un homme dans le dernier wagon. Mon estomac se tendit. J'observais l'écran de plus près. C'était le même homme, même costume gris, même position, assis, immobile, la tête inclinée en avant. Ce ne peut pas être, susurrai-je. La jeune femme descendit à la rasa. Maintenant, c'était juste cet homme à nouveau. Nous sommes arrivés à Indios Verdes. J'ai fait l'annonce. Les portes se sont ouvertes. Cette fois, je n'ai pas attendu. J'ai immédiatement quitté la cabine et couru vers la dernière voiture. Je suis monté. Vide. L'homme n'était pas là. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'était pas là la nuit précédente. Sur le siège où il avait été assis, il y avait une tache sombre, humide, qui semblait noire sous les lumières fluorescentes de la voiture. Je me suis approché lentement. La tache avait une odeur familière. C'était du sang frais. Je reculais, le cœur battant à tout rompre. D'où étais-je venu? La place était vide il y a 30 secondes quand je l'ai vu sur le moniteur. J'ai sorti ma radio. Contrôle, j'ai besoin qu'ils envoient la sécurité au dépôt d'Indios Verdes immédiatement. Il y a du sang dans l'un des wagons. Cette fois, ils m'ont pris au sérieux. 5 minutes plus tard, l'équipe de sécurité est arrivée. Ils ont inspecté le wagon, pris des photos de la tache, recueilli ma déclaration. « Avez-vous vu quelqu'un blessé ?» demanda le chef de la sécurité. Il y avait un passager assis là, mais quand je suis arrivé dans le wagon, il n'était plus là. Et le sang est apparu après? Oui ou non, je ne sais pas. Il n'était pas là sur les moniteurs, mais quand je suis arrivé physiquement, il était là. Le chef de la sécurité échangea un regard avec son collègue. Nous allons vérifier les enregistrements. Rentre chez toi, Esteban. Nous t'appellerons si nous avons besoin de quelque chose d'autre. Le lendemain, j'ai été convoqué à une réunion avec mon superviseur. Je pensais qu'ils allaient me licencier ou au moins suspendre. Esteban, nous avons vérifié les enregistrements d'hier soir, commença mon superviseur. Aucun passager visible à ce siège, à aucun moment du trajet. Mais je l'ai vu. Les caméras ne montrent personne, et la tache de sang. L'analyse préliminaire indique qu'elle a plus de 48 heures. Ce n'est pas frais comme tu l'as dit. Quoi? Mais elle était humide. Je l'ai vue, je l'ai sentie. Esteban, as-tu bien dormi? Es-tu stressé? Je compris ce qui se passait. Il pensait que je délirais, que le manque de sommeil ou le stress me faisait voir des choses. Je vais bien, dis-je fermement. J'ai vu ce que j'ai vu. Écoute, faisons comme ça. Prends le week-end libre, repose-toi. Et lundi, on verra si tu es prêt à revenir ou si tu as besoin de plus de temps. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. J'ai passé le week-end à faire des recherches. J'ai fouillé dans des archives de journaux, sur des forums d'employés du métro, partout où je pouvais trouver des informations sur des incidents étranges sur la ligne 3. Et j'ai trouvé quelque chose. En 2003, il y a eu un meurtre dans le métro. Un homme a été poignardé dans la dernière voiture d'un train de la ligne 3 lors du dernier trajet de la nuit. L'assaillant a disparu à Indios Verdes et n'a jamais été capturé. La victime, un employé de bureau de 42 ans nommé Fernando Reyes, est mort dans son siège avant que le conducteur ne réalise que quelque chose n'allait pas. Il portait un costume gris. Il est mort dans le siège de la dernière voiture vers 1h05 du matin. Exactement le même siège, exactement la même heure, exactement le même aspect que l'homme que j'avais vu. Fernando Reyes avait été retrouvé à la station Indios Verde, mort dans son siège,
après que le conducteur ait finalement décidé de vérifier pourquoi il ne descendait pas. Et depuis lors, selon certains anciens posts sur des forums d'employés du métro que j'ai trouvés, plusieurs conducteurs avaient signalé avoir vu un passager dans la dernière voiture du dernier train. Un homme en costume gris, qui ne descendait jamais, qui disparaissait à Indios Verde. La plupart des rapports avaient été écartés ou ignorés. Certains conducteurs ont été transférés vers d'autres lignes après avoir insisté trop sur ce qu'ils avaient vu. Lundi, je suis retourné au travail. Je n'ai rien mentionné de mon enquête. J'ai simplement dit que je me sentais mieux, que c'était du stress, que j'étais prêt à revenir. Cette nuit-là, lors de mon dernier trajet, je n'ai pas regardé les moniteurs. Je ne voulais pas voir. Je gardais mes yeux sur les commandes, dans les tunnels devant, sur tout sauf ces écrans. Mais quand nous sommes arrivés à Indios Verde, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai regardé. La dernière voiture était vide sur le moniteur. Mais quelque chose m'a fait tourner physiquement la tête. À travers la fenêtre de ma cabine, je pouvais voir une partie de la dernière voiture depuis mon angle. Et là il était, assis, immobile, regardant directement dans ma cabine, directement vers moi. Pour la première fois, j'ai vu son visage clairement, pâle, avec des yeux vides, et une expression de supplication désespérée, comme s'il voulait me dire quelque chose, comme s'il avait besoin d'aide. Mais il était mort. Il était mort depuis 20 ans. Et pourtant, chaque nuit, il revivait ses dernières minutes, montant dans le dernier train, s'asseyant dans la dernière voiture, mourant lentement pendant que le train traversait la ville, arrivant à Indios Verdes et disparaissant, pour tout recommencer la nuit suivante, piégé dans une boucle éternelle de sa propre mort. Je fermai les yeux avec force. Quand je les ouvris, il était parti. C'était ma dernière nuit en tant que conducteur de métro. Le lendemain matin, j'ai déposé ma démission. Je leur ai dit que j'avais trouvé un autre emploi, une meilleure opportunité. Ils n'ont pas posé beaucoup de questions. Il y a un taux de rotation élevé du personnel lors des quarts de nuit. Je travaille maintenant dans un bureau, horaire de 9 à 5, pas de quart de nuit, pas de tunnel sombre, pas de train vide. Mais parfois, lorsque je voyage en métro en tant que passager, j'évite la ligne 3. Et jamais, en aucune circonstance, je ne prends le dernier train de la nuit, parce que je sais qu'il est toujours là. Fernando Reyes, assis dans la dernière voiture, vivant sa mort encore et encore, en attendant que quelqu'un l'aide enfin. Mais personne ne peut l'aider, parce que personne ne veut admettre qu'il est là. Il est plus facile de dire que les conducteurs hallucinent, que le stress leur joue des tours, que les caméras ont des défaillances techniques. Il est plus facile d'accepter la vérité, que certains passagers n'atteignent jamais leur destination finale, que certains restent piégés, répétant le même voyage éternellement, que le dernier train de la nuit transporte plus que de simples passagers vivants. Il transporte des souvenirs, il transporte de la douleur, il transporte les derniers moments de personnes mortes seules dans l'obscurité de ces tunnels, et ils continueront à voyager, nuit après nuit, jusqu'à ce que quelqu'un enfin les voie, les reconnaisse, les se souvienne. Mais personne ne veut voir, parce qu'une fois que vous voyez, une fois que vous voyez vraiment, vous ne pouvez plus arrêter de voir. Et j'ai vu, et c'est pourquoi j'ai dû partir, car Fernando Reyes n'était pas le seul. Lors de mes dernières nuits, j'ai commencé à voir d'autres. Une femme dans le wagon de devant, un adolescent dans le deuxième, tous immobiles, tous morts, tous piégés. Le métro est rempli d'eux, les passagers qui ne sont jamais rentrés chez eux. Et si tu voyages un jour dans le dernier train de la nuit, sur n'importe quelle ligne, dans n'importe quelle ville, et que tu vois quelqu'un assis complètement immobile, sans réagir à rien, avec le regard vide, ne t'approche pas, n'essaie pas d'aider. Descends simplement à la prochaine station, car ils n'ont pas besoin de ton aide. Il est déjà trop tard pour eux. La seule chose que tu peux faire, c'est t'assurer de ne pas devenir un de plus. C'est ce qu'Esteban m'a confié. Il m'a dit qu'il évite maintenant complètement le métro quand il peut, qu'il préfère marcher ou prendre le bus, tout sauf retourner dans ces tunnels. Si tu as déjà travaillé dans le transport public nocturne, ou si tu as voyagé seul à l'aube et que tu as vu quelqu'un qui semblait tout simplement pas correct, laisse un commentaire. Parfois, ceux qui sont morts seuls cherchent encore de la compagnie lors de leur dernier voyage. Prends soin de toi, voyage en toute sécurité, et on se retrouve dans la prochaine histoire. Repose-toi bien.
Cette histoire m'a été racontée par une abonnée nommée Valeria qui vit dans une ville en Argentine. Ce qu'elle a vécu il y a 2 ans l'a tellement marquée qu'elle a dû déménager de la maison où tout s'était passé. Si vous avez déjà utilisé une planche Ouija, si vous avez joué avec des invocations en pensant que ce n'était que pour s'amuser, ou si vous avez ouvert des portes que vous ne saviez pas comment fermer, j'aimerais beaucoup connaître votre expérience dans les commentaires. Ces histoires me rappellent qu'il y a des choses qu'il vaut mieux laisser en paix. Maintenant, voici ce qui est arrivé à Valeria et à ses colocataires lorsqu'ils ont décidé d'expérimenter avec quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. J'avais 23 ans lorsque j'ai emménagé dans l'appartement. Il était parfait pour ce dont j'avais besoin. Central, bon marché, suffisamment grand pour partager avec 2 colocataires. Il se trouvait dans un vieux bâtiment du début du XXe siècle, avec de hauts plafonds, des moulures en plâtre sur les murs et cette sensation d'histoire que possèdent les lieux anciens. Mes colocataires étaient Lucia et Martina. Lucia étudiait la psychologie, elle était pratique et sceptique envers tout ce qui est surnaturel. Martina étudiait l'histoire de l'art, elle était plus spirituelle, lisait sur l'ésotérisme et avait une collection de cristaux et de cartes de tarot dans sa chambre. L'appartement avait une particularité, un sous-sol accessible par une porte dans la cuisine. Ce n'était pas courant dans les bâtiments de la région, mais le propriétaire avait trouvé cela utile lors de la construction de l'immeuble. On descendait par un escalier en bois qui craquait à chaque pas, et on arrivait à un espace froid, humide, avec des murs en briques apparentes et une odeur de terre qui ne disparaissait jamais complètement. Nous l'utilisions pour stocker des choses dont nous n'avions pas besoin. De vieilles valises, des boîtes de livres, des décorations de Noël. Personne n'y prêtait beaucoup d'attention. C'était juste un sous-sol. Tout a commencé en octobre. Martina avait acheté un tableau Ouija dans une boutique d'antiquités. Il était vieux, avec des lettres gravées dans du bois sombre et une planche de verre biseautée. Elle était excitée à son sujet. « C'est authentique », disait-elle, passant ses doigts sur les lettres usées. De début 1900. Imaginez toutes les séances qu'il a dû avoir. Lucia leva les yeux au ciel. C'est un jeu de société fabriqué. Il n'a aucun pouvoir réel. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, dit Martina avec un sourire. On l'essaye ? Je n'étais ni croyante, ni sceptique. J'étais quelque part entre les deux. L'idée m'intriguait mais me mettait aussi un peu nerveuse. J'avais entendu des histoires sur les planches Ouija. Tout le monde en avait entendu parler. Je ne sais pas, dis-je en hésitant. N'y a-t-il pas de règles, des choses que tu ne dois pas faire ? Bien sûr, répondit Martina. Ne l'utilise jamais seul. Toujours dire au revoir à la fin. Ne jamais laisser l'esprit compter à rebours ou parcourir l'alphabet. Et jamais, jamais demander ta propre mort. Tu vois comme c'est ridicule, interrompit Lucia. Si c'était réel, pourquoi viendrait-il avec un manuel d'instruction ? Les esprits ne suivent pas les règles d'un jeu de société. Alors il n'y a pas de risque à essayer, répliqua Martina. Si ce n'est pas réel, rien ne se passera. Si c'est réel, nous vivrons une expérience incroyable. Lucia soupira. D'accord, je vais le faire. Mais seulement pour prouver que rien ne se passe. Cette nuit-là, après minuit, nous nous sommes assises toutes les 3 autour de la table de la salle à manger. Martina éteignit toutes les lumières, sauf une bougie au centre de la table. L'ambiance était à la fois théâtrale et appropriée. Nous avons placé le plateau entre nous. Nous avons posé nos doigts légèrement sur la planchette, à peine la touchant. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» demanda Martina d'une voix solennelle. Rien ne se passa. La planchette ne bougea pas. Lucia sourit avec suffisance. « Vous voyez, je vous avais dit que... » La planchette bougea. C'était subtil. Un petit glissement vers la gauche. Nous avons toutes immédiatement retiré nos mains. « Qui a fait ça ?» demanda Lucia, me regardant d'abord, puis Martina. « Moi pas, dis-je honnêtement. »« Moi non plus, dit Martina, bien que ses yeux brillaient d'excitation. Demandons encore une fois. » Nous avons remis nos doigts sur la planchette. Mon cœur battait plus vite que d'habitude. « Y a-t-il quelqu'un ici qui souhaite communiquer avec nous ?» demanda de nouveau Martina. Cette fois, le mouvement était clair et intentionnel. La planchette a glissé vers « oui » dans le coin supérieur du tableau. Lucia ouvrit la bouche pour protester, mais Martina poursuivit rapidement. « Comment tu t'appelles » La planchette commença à bouger, épelant lentement. « M-A-L-A-C-H-I. »« Malachi » lut Martina à voix haute. « Es-tu un esprit qui a vécu ici » La planchette alla vers « Non. »« Alors pourquoi es-tu ici » L-A-M-E-R. Un frisson me parcourut le dos. « Par qui as-tu été appelé » demandai-je avant de pouvoir m'arrêter.
P-O-U-R-T-E-D-E-S. Les trois se regardèrent. La bougie entre nous vacilla malgré l'absence de courant d'air. « C'est ridicule, » dit Lucia, mais sa voix semblait moins sûre. « L'une de vous l'a fait bouger. »« Ce n'est pas nous, » insistai-je. Et c'était vrai. Je pouvais sentir la planchette bouger sous mes doigts avec une force indépendante. « Malaki, » dit Martina, « que veux-tu » La réponse fut lente, délibérée. S-A-L-I-R. « Sortir d'où » demanda Martina. « A-B-A-J-O. » Les trois regardons vers la porte du sous-sol dans la cuisine. « Non, » dis-je immédiatement. « Non, finissons-en maintenant. » Mais Martina était fascinée. « Es-tu dans notre sous-sol » O-U-I. « Combien de temps y es-tu resté » B-O-N-T-I-E-M-P-O. « Qui t'a mis là-bas » I-L-S. M-E-N-C-E-R-R-A-I-E-N-T. Lucia a retiré ses mains du tableau. « Ça suffit, c'est trop. » Clairement, Martina le dirige pour nous faire peur. « Je ne le fais pas !» protesta Martina. Moi aussi, je voulais retirer mes mains, mais quelque chose m'en empêchait. Une curiosité morbide, un besoin de savoir. « Qui t'a enfermé ?» demandai-je. L-O-S-Q-U-E-S-A-B-I-A-N-L-O-Q-U-E-E-R-A. « Et qu'est-ce que tu es ?» demanda Martina. La planchette s'arrêta. Pendant un instant, je crus que la séance était terminée. Mais elle recommença à bouger, plus vite, plus agressivement. D-E-M-O-N-I-O. La bougie s'éteignit. Nous trois criâmes. Je sautai de la chaise si vite qu'elle bascula derrière moi. Martina trébucha en arrière. Seule Lucia resta à sa place, bien qu'elle tremblât visiblement. « Allumez les lumières », dit Lucia d'une voix tremblante. « Allumez ces maudites lumières ». Je cherchai l'interrupteur à tâtons et l'appuyai. Les lumières s'allumèrent, remplissant la salle à manger d'une lueur normale et réconfortante. Le tableau Ouija était sur la table. La planchette au centre, sur le mot « Adieu ». « Nous ne disons pas adieu », murmura Martina. « On suppose que nous devons déplacer la planchette vers adieu pour fermer la session. Mais elle, lui, est déjà là. »« Parce qu'il n'y a personne, » dit Lucia, bien que sa voix manquât de conviction. C'était une suggestion collective, ou une blague de mauvais goût. Mais nous savions toute la vérité. Quelque chose était arrivé, quelque chose avait répondu. Cette nuit-là, aucune de nous ne dormit bien. Je restais éveillé dans mon lit, écoutant les sons normaux du vieux bâtiment qui semblait maintenant sinistre. Chaque craquement, chaque murmure du vent, chaque vibration des tuyaux. Et depuis le sous-sol, sous la cuisine, j'entendais parfois quelque chose de plus. Comme une griffure, comme si quelque chose avec de longues griffes traînait ses doigts contre le bois. Le lendemain matin, aucune de nous ne mentionna ce qui s'était passé. C'était comme si nous avions un accord silencieux pour faire semblant que cela n'avait jamais eu lieu. Martina rangea le tableau Ouija dans son placard. « Nous ne l'utiliserons plus », fut tout ce qu'elle dit, mais il était déjà trop tard. Nous avions déjà ouvert la porte. Les incidents commencèrent subtilement. De petites choses qui pouvaient s'expliquer rationnellement si l'on faisait un effort. Des objets qui disparaissaient et réapparaissaient à des endroits étranges. Mon téléphone que je laissais dans ma chambre apparaissait dans la cuisine. Les lunettes de Lucia qui étaient sur sa table de nuit se retrouvaient dans la salle de bain. Les clés de Martina dans le réfrigérateur. « On oublie où on met les choses », disait Lucia. « Stress des examens. » Mais nous savions toutes que ce n'était pas ça. Puis ont commencé les odeurs. Parfois, sans raison apparente, l'appartement sentait le soufre. Une odeur piquante et pénétrante qui faisait brûler les yeux. Nous vérifions les tuyaux, la cuisinière, tout. Nous ne trouvions pas la source. Et aussi soudainement qu'elle apparaissait, elle disparaissait. Et il y avait les bruits du sous-sol. Maintenant, nous les entendions constamment. Pendant la journée, pendant la nuit, grattement, clic. Parfois, quelque chose qui ressemblait à des pas lourds montant les escaliers en bois. Mais quand nous ouvrions la porte pour vérifier, il n'y avait rien. Juste l'obscurité et cette odeur de terre humide. Une nuit, 2 semaines après la séance avec le tableau, Lucia descendit au sous-sol pour chercher quelques livres qu'elle y avait rangés. Elle est revenue en courant, pâle comme un fantôme, trébuchant dans les escaliers. « Il y a quelque chose là-bas » haleta-t-elle. « Il y a quelque chose dans le sous-sol. »« Qu'as-tu vu » demanda Martina. « Je ne l'ai pas vu, je l'ai ressenti. Quelqu'un m'a touché, dans l'obscurité. J'ai senti une main froide sur mon épaule.
et j'ai entendu une voix, un murmure à mon oreille. Qu'est-ce qu'il a dit ? Demandai-je, bien que je ne sois pas sûr de vouloir savoir. Lucia nous regarda avec des yeux pleins de peur. Il a dit « Merci de m'avoir laissé sortir ». Cette nuit-là, nous avons fermé à clé la porte du sous-sol. Pas que nous pensions qu'une serrure arrêterait quelque chose de surnaturel, mais cela nous faisait nous sentir mieux, plus en sécurité. Ça n'a pas marché. Les incidents ont escaladé. Ils n'étaient plus subtils ni ambigus. Nous nous réveillions à 3 heures du matin avec tous les robinets ouverts. L'appartement était inondé pendant que nous dormions. Les appareils électroménagers s'allumaient tout seuls. La télévision au volume maximum. Le mixeur rugissant dans la cuisine vide. Le four allumé sans que personne ne le touche. Et les ombres. Mon Dieu, les ombres. Nous les voyions du coin de l'œil. Des figures hautes et minces qui se déplaçaient dans les couloirs. Qui se tenaient dans les coins en nous observant. Qui disparaissaient quand on les regardait directement, mais que l'on savait qu'elles étaient toujours là. Martina a commencé à faire des cauchemars. Toutes les nuits. Elle rêvait que quelque chose la traînait hors de son lit, que quelque chose avec des griffes et des dents l'emmenait au sous-sol, qu'on l'enfermait là-bas dans l'obscurité avec cette chose. Elle se réveillait en criant, avec des marques rouges sur ses chevilles, comme si quelque chose l'avait vraiment attrapée. Lucia, la sceptique, ne pouvait plus nier ce qui se passait. « Nous devons partir », dit-elle un matin après une autre nuit sans sommeil. « Nous devons quitter cet appartement. »« Nous ne pouvons pas simplement partir », répondit Martina. « Nous avons un contrat. Nous ne pouvons pas payer 2 loyers. Et en plus, nous l'avons libéré. C'est notre responsabilité. » « Notre responsabilité de faire quoi ?» demandai-je. « Comment arrêtons-nous cela ?» Martina avait fait des recherches. Elle avait des livres ouverts sur son lit, des pages internet imprimées, des notes griffonnées. Nous avons besoin de quelqu'un qui s'y connaisse, un exorciste, un médium, quelqu'un avec une expérience réelle. Un cura, suggérit Lucia. Probablement il ne croira pas, dis-je, à moins qu'il n'ait des preuves. Comme si l'univers avait entendu, à ce moment-là, les portes de tous les placards de l'appartement s'ouvrirent simultanément avec un bruit sec, les 3 en même temps, sans personne à proximité d'eux. Et depuis le sous-sol, clair et inconfondible, nous entendîmes un rire, profond, rauque, non humain. Nous trouvâmes un prêtre pratiquant des exorcismes, le père Miguel. Il était âgé, avec des cheveux gris et des yeux qui avaient vu trop de choses. Quand nous lui racontâmes notre histoire, il ne rit pas. Il ne nous dit pas que nous étions folles. Il acquiesça simplement. « La planche Ouija », dit-il avec un soupir. « C'est toujours cette maudite planche Ouija. C'est comme laisser la porte de ta maison ouverte et être surpris quand un étranger entre. Pire encore, c'est comme crier « Venez tous !» et se plaindre ensuite qu'ils sont venus. « Peut-il nous aider ?» demanda désespérément Martina. « Je peux essayer. Mais je dois que vous compreniez quelque chose. Si vous avez vraiment invoqué un démon, pas un esprit humain, mais quelque chose de plus ancien et plus sombre, cela ne sera pas facile. Et cela pourrait empirer avant de s'améliorer. Il est venu au département cette même nuit. Il portait une valise avec ses outils. Une vieille Bible, de l'eau bénite, du sel consacré, une croix en argent et plusieurs chapelets. Il a d'abord béni toutes les pièces. Il a aspergé d'eau bénite chaque coin. Il a tracé des croix avec de l'huile consacrée à chaque entrée. Il a prié en latin, sa voix ferme et autoritaire. Quand il est arrivé à la porte du sous-sol, il s'est arrêté. Il a posé sa main sur le bois et a fermé les yeux. « Il est là en bas », a-t-il dit. « Je peux le sentir, ancien, affamé, en colère. »« En colère contre quoi ?» demandai-je. « Parce qu'il a été enfermé. Quelqu'un, il y a longtemps, l'a attrapé là-bas en bas. Il l'a scellé. Probablement un prêtre ou quelqu'un avec des connaissances. Mais vous avez brisé le sceau, avec votre tableau, avec votre invitation. Vous lui avez donné la permission de se déplacer à nouveau. Il ouvrit la porte du sous-sol. Les escaliers descendaient dans l'obscurité totale. Même la lumière de l'appartement ne semblait pas pénétrer au-delà des premières marches. « Restez ici », ordonna le père Miguel. « Peu importe ce que vous entendez, peu importe ce que vous voyez. Ne descendez pas. » Il descendit les escaliers avec sa croix tenue devant lui. Nous entendîmes ses pas sur le bois, puis le son de ses pieds frappant le sol en terre du sous-sol. Silence. Nous attendîmes. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Puis nous entendîmes sa voix, forte, autoritaire, priant en latin, les mots du rituel d'exorcisme. Et alors tout l'enfer se déchaîna.
Un rugissement sortit du sous-sol. Ce n'était pas humain. C'était le son de quelque chose de massif et furieux. Tout le bâtiment trembla. Les lumières clignotèrent. Les vitres des fenêtres vibrèrent dans leur cadre. Nous entendîmes le père Miguel crier. Pas de douleur, mais des mots de commandement. Plus de latin, plus de prière. Sa voix luttant contre quelque chose. Au nom du Christ, je t'ordonne de sortir. Un autre rugissement, plus fort, plus proche. Les trois, nous nous serrâmes dans une étreinte, terrifiés, fixant la porte du sous-sol. Et alors quelque chose monta les escaliers. Ce n'était pas des pas normaux. C'était quelque chose qui rampait, quelque chose de lourd, quelque chose qui faisait gémir le bois sous son poids. Il est apparu à l'entrée. Je ne peux pas le décrire complètement. Mon esprit refuse de se souvenir de tous les détails. C'était comme si plusieurs choses avaient été fusionnées ensemble. Il avait une forme vaguement humanoïde mais déformée. Des extrémités qui se pliaient à des angles incorrects. Une tête trop grande, inclinée de manière peu naturelle. Et ses yeux brûlaient d'une lumière rougeâtre qui n'était pas du feu mais qui brûlait quand même. Ils m'ont regardé. Et ils ont souri. Un sourire rempli de trop de dents. Lucia a crié. Martina s'est évanouie. Je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysé par une peur si primitive et profonde que chaque cellule de mon corps voulait fuir, mais aucune ne pouvait obéir. Le père Miguel est apparu derrière la créature. Il transpirait, haletait, mais tenait sa croix vers elle. « Reviens !» cria-t-il. « Tu n'as pas de pouvoir ici. Tu n'as pas la permission. Reviens des profondeurs d'où tu viens. » La créature s'est tournée vers lui. Elle a sifflé. Un son comme de l'huile chauffée. « Elles m'ont appelé », a-t-elle dit. Et sa voix était comme du verre qui se brise, comme des ongles sur un tableau noir, comme des cris étouffés. Elles m'ont invité, elles m'ont donné l'entrée. Maintenant, je suis libre. Non, le père Miguel a aspergé la créature d'eau bénite. Là où les gouttes touchaient, la peau de la chose fumait. Elle a rugi de douleur et a reculé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je t'expulse de cet endroit. La créature se tordait. La lumière rouge de ses yeux clignotait. Elle se débattait, résistait, mais le père ne céda pas. Il poursuivit le rituel, mot après mot, phrase après phrase. Et lentement, très lentement, la créature commença à disparaître. Elle ne partit pas paisiblement. Elle se débattit à chaque étape. Les fenêtres éclatèrent. Les meubles furent renversés. L'air devint si froid que nous pouvions voir notre souffle sous forme de nuages blancs. Mais le père Miguel ne s'arrêta pas. Il continua, sa voix de plus en plus forte, sa foi inébranlable. Et enfin, avec un dernier cri de rage et de haine qui fit saigner mes oreilles, la créature disparut. Elle s'effaça comme de la fumée dans le vent. Le silence qui suivit était absolu. Le père Miguel s'affaissa contre le mur, épuisé. Il avait des brûlures aux mains où il tenait la croix. Son visage était pâle et en sueur. « Elle est partie », haleta-t-il. « Pour l'instant. »« Pour l'instant » répétai-je avec horreur. « Peut-elle revenir ?»« Ils peuvent toujours revenir s'ils ont accès. C'est pourquoi... » Elle se redressa avec effort. « C'est pourquoi ils vont faire exactement ce que je leur dis. Nous avons passé les heures suivantes à suivre ces instructions à la lettre. Nous avons scellé le sous-sol. Pas seulement avec la porte. Le père Miguel a peint des symboles de protection sur le cadre. Il a saupoudré du sel consacré le long du seuil. Il a enfoncé des médailles bénies dans le bois. Et il a prié dessus des mots de scellement qu'il disait qui maintiendraient tout ce qui se trouve de l'autre côté. Jamais, dit-il avec sévérité, n'ouvrez cette porte à nouveau. Peu importe ce que vous entendez de l'autre côté. Peu importe si vous pensez que quelqu'un est piégé là-bas. N'ouvrez pas. Ce sceau ne fonctionne que s'il reste intact. Puis il a béni tout l'appartement à nouveau, chaque pièce, chaque coin. Il a laissé des chapelets bénis suspendus à chaque entrée. Le tableau, dit-il enfin. Où est-il ? Martina l'a sorti de son placard avec des mains tremblantes. Le père Miguel l'a pris et nous sommes tous sortis dans la cour arrière du bâtiment. Là, dans un tonneau en métal, il l'a brûlé. La planche et la planchette. Nous l'avons regardé brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que des cendres. « Qu'était-ce » demanda Martina d'une voix faible. « Qu'avons-nous vraiment invoqué ?» Le père Miguel soupira. « Je ne le sais pas exactement. Il y a beaucoup de choses dans l'obscurité, beaucoup de démons, beaucoup d'entités.
Celui-ci était vieux, puissant. Il avait probablement été piégé là-bas en dessous depuis la construction du bâtiment. Quelqu'un avec des connaissances l'a enfermé là. Peut-être le constructeur original. Peut-être a-t-il trouvé quelque chose sur le terrain lorsqu'il a creusé les fondations et a su qu'il devait le contenir. Il l'a scellé dans le sous-sol avec des rituels appropriés. Et il y est resté, endormi, affamé, attendant. Jusqu'à ce que nous... Je n'ai pas pu finir la phrase. Jusqu'à ce que vous lui ayez donné une invitation ouverte, termina-t-il. La planche Ouija n'invoque pas. C'est un téléphone. Et vous avez composé un numéro sans savoir à qui vous appeliez. Il a répondu. Et quand il a dit son nom, quand vous avez interagi avec lui, vous lui avez donné la permission dont il avait besoin pour commencer à se libérer. Et maintenant ? Demanda Lucia. Sommes-nous en sécurité ? Pour l'instant, oui. Le sceau tiendra. Mais je vous recommande de déménager. Cet endroit aura toujours une ombre. Il y aura toujours quelque chose qui attend de l'autre côté de cette porte. Pourquoi vivre avec ça si vous pouvez l'éviter ? J'avais raison. Nous avons rompu notre contrat de location, payé la pénalité et déménagé avant la fin du mois. Le propriétaire était confus mais n'a pas discuté quand il a vu notre détermination. Nous l'avons averti du sous-sol. Nous lui avons dit qu'il ne fallait jamais l'ouvrir. Je ne sais pas s'il nous a cru. Il a probablement pensé que nous étions folles. 2 mois plus tard, j'ai vu une nouvelle. L'immeuble où nous avions vécu était en train d'être évacué. Il y avait eu des incidents. Plusieurs locataires ont signalé une activité paranormale, des objets qui bougeaient, des bruits inexplicables. Un résident avait été hospitalisé pour une crise de nerfs après avoir affirmé que quelque chose l'avait attaqué dans son appartement. J'ai appelé le père Miguel et je lui ai raconté. Quelqu'un a ouvert la porte, dit simplement. Quelqu'un a brisé le sceau. Et maintenant, il est de nouveau libre. Ne peux-tu rien faire ? Je pourrais. Mais sans savoir qui lui a donné la permission cette fois, sans ta coopération, c'est difficile. Et en plus, il y a des limites au nombre de fois où nous pouvons sceller la même chose. Finalement, les sceaux s'affaiblissent. Finalement, quelque chose d'aussi ancien et puissant trouvera son chemin à l'extérieur. Que se passera-t-il alors ? Alors il se déplacera vers un autre endroit. Il trouvera un autre sous-sol, une autre obscurité où se cacher et attendre. Et le cycle recommencera. Je raccrochais en me sentant malade. 2 ans ont passé depuis. Je ne vis plus dans cette ville. J'ai déménagé ailleurs, j'ai recommencé, j'ai essayé de tout laisser derrière moi, mais j'ai toujours des cauchemars. Je vois encore cette créature à l'entrée du sous-sol. J'entends encore sa voix comme du verre brisé disant « Elles m'ont appelé ». Martina a suivi une thérapie pendant 1 an. Elle ne parle plus d'ésotérisme, elle n'a pas de cristaux, elle ne lit pas de cartes. Elle a brûlé tous ses livres sur l'occultisme. Lucia, ironiquement, est devenue croyante. Elle va à l'église chaque dimanche. Elle porte un chapelet. Elle a de l'eau bénite dans son appartement. Elle dit qu'après ce qu'elle a vu, elle doit croire qu'il existe une force opposée, qu'il y a une protection disponible. Yo, je suis quelque part entre les deux. Je pense parce que j'ai vu. Mais j'ai aussi peur parce que je sais qu'il y a des choses là-bas. Des choses anciennes et affamées. Des choses qui attendent dans l'obscurité qu'une personne, n'importe laquelle, leur donne une invitation. Et je ne toucherai plus jamais à une planchette Ouija, même pas en plaisantant, même pas pour prouver que ça ne marche pas, parce que maintenant je connais la vérité, ça marche, trop bien. Et ce qui répond ne correspond pas toujours à ce que tu attends. Parfois, c'est quelque chose de bien pire. Et c'est cette expérience que Valéria a partagée avec moi. Elle me dit qu'elle continue à rechercher des nouvelles sur ce bâtiment. Et qu'il a apparemment fallu sceller complètement l'accès au sous-sol après plusieurs autres incidents. Si tu as déjà joué avec un tableau Ouija ou toute autre méthode d'invocation et que les choses ont échappé à ton contrôle, laisse-moi ton histoire dans les commentaires. Il y a des raisons pour lesquelles ces choses sont accompagnées d'avertissements. Toutes les portes ne doivent pas s'ouvrir, et tout ce qui répond lorsque tu appelles n'est pas toujours bienvenu. Prends soin de toi et réfléchis à 2 fois avant d'inviter quelque chose que tu ne peux pas voir. On se retrouve pour la prochaine histoire. Un suiveur nommé Javier m'a contacté il y a quelques semaines avec une expérience qui dit avoir complètement changé sa vie. Quand j'ai fini de lire son message, j'y ai réfléchi pendant des jours. Si tu as quelque chose de similaire à partager, je t'invite à me le raconter dans les commentaires
ou à me l'envoyer directement. Maintenant, permets-moi de te ramener à l'été 2019, lorsque Javier a hérité d'un vieux domaine dans les montagnes et a découvert que certaines traditions ancestrales existent pour une raison. Ce que tu es sur le point d'entendre est perturbant, alors prépare-toi. Je n'aurais jamais dû abattre cet hôtel. Mais à ce moment-là, cela semblait être la bonne décision. Cela semblait logique. J'étais un homme de la ville, éduqué, avec 2 maîtrises et une carrière réussie d'architecte. Je ne croyais pas aux superstitions, je ne croyais pas aux malédictions, je ne croyais en rien qui ne puisse être expliqué par la science ou la raison. Maintenant je sais mieux. Maintenant je sais qu'il y a des choses dans ce monde que la raison ne peut toucher, des forces que la science ne peut mesurer, et des dettes qui doivent être payées peu importe combien de temps s'est écoulé. Tout a commencé quand mon grand-oncle Mauricio est mort. Il avait 93 ans et avait vécu toute sa vie dans une ferme dans les montagnes d'Oaxaca, au Mexique. Je ne le connaissais guère. Je l'avais peut-être vu 3 fois dans ma vie, toujours lors de réunions de famille où il restait dans un coin silencieux, observant tout le monde avec ses yeux sombres qui semblaient savoir des choses que nous ne savions pas. À ma grande surprise, il m'a laissé la ferme dans son testament. C'était le seul homme de la famille sans enfant, expliquait le document, et pour une raison quelconque, il considérait que j'étais le bon pour hériter de la propriété. Ma mère m'a averti de refuser l'héritage. « Cette propriété a une histoire, Javier, me dit-elle au téléphone, sa voix chargée d'une inquiétude que je ne comprenais pas. Ton oncle Mauricio y a vécu seul pendant 70 ans. 70 ans sans se marier, sans avoir de famille. Il y a des raisons à cela. » « Quel genre de raisons ?» demandai-je à moitié amusé. Il y eut un long silence. Des choses dont on ne parle pas, des choses que ton oncle comprenait et respectait. Si tu acceptes cette propriété, promets-moi que tu ne changeras rien. Surtout l'hôtel. Quel hôtel? Tu le sauras quand tu le verras. Promets-le-moi, Javier. Je lui promis, bien que je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Je pensais que ce n'était que des superstitions de village, de vieilles histoires sans fondement. Comme je me trompais, j'ai voyagé à Oaxaca en juillet. La ferme était à 3 heures de la ville la plus proche, au bout d'un chemin de terre qui serpentait entre des montagnes couvertes de pins et de chênes. C'était un endroit magnifique, je dois l'admettre. 50 hectares de terre fertile avec une rivière qui la traversait, entourée de forêts vierges qui s'étendaient à perte de vue. La maison principale était une construction coloniale de 2 étages avec des murs épais en adobe et un toit en tuiles rouges. Elle avait été bien entretenue, compte tenu de l'âge de mon grand-oncle. Les chambres sentaient le vieux bois et les herbes sèches. Des meubles anciens recouverts de draps blancs remplissaient les espaces comme des fantômes silencieux. J'ai passé le premier jour à explorer. Il y avait des écuries vides, une grange pleine d'outils rouillés, un potager envahi par les mauvaises herbes. Tout parlait d'une époque révolue, d'un mode de vie qui n'existait presque plus. J'ai vu du potentiel. Avec un peu d'investissement, je pourrais transformer cela en un hôtel-boutique, un retrait écologique pour les touristes fatigués de la ville. Je faisais déjà des calculs mentaux sur les coûts et les bénéfices. J'ai trouvé l'hôtel au coucher du soleil du 2e jour. J'étais dans une clairière de la forêt, à environ 200 mètres derrière la maison. Un sentier à peine visible entre les arbres y menait. C'était une structure étrange, une plateforme en pierre d'environ 2 mètres de hauteur, avec des marches taillées menant au sommet. Sur la surface supérieure se trouvait un petit autel fait de pierres empilées, noirci par la suie de mainfeu. Autour de l'autel se trouvaient des objets curieux, des bougies consumées jusqu'à leur base, des assiettes avec de la nourriture pourrie, des tortillas moisies, des fruits en décomposition, ce qui semblait être des restes de viande, des bouteilles vides de mescal, des fleurs fanées et des poupées. Des dizaines de petites poupées faites de tissu et de paille, certaines si anciennes qu'elles se désagrégeaient au toucher. Il y avait quelque chose de profondément perturbant dans cet endroit. Malgré la chaleur de l'été, j'ai ressenti un froid en m'approchant. Les oiseaux ne chantaient pas près de la clairière. L'air semblait épais, chargé de quelque chose que je ne pouvais pas identifier mais qui faisait dresser les poils de ma peau. À la base de la plateforme, taillée dans la pierre avec des lettres presque effacées par le temps, il y avait une inscription en espagnol ancien. Je me suis penché pour la lire. « Ici demeure le gardien. Il se nourrit de ce qui est offert. Il se calme avec l'offrande. Quiconque rompra le pacte paiera de son sang. » Je ris nerveusement. C'était évidemment une sorte de site cérémoniel indigène, probablement préhispanique.
Mon grand-oncle, dans sa vieillesse et sa solitude, avait maintenu vivante une certaine tradition ancestrale, laissant des offrandes comme l'auraient fait ses ancêtres. C'était anthropologiquement intéressant, je suppose, mais ce n'était pas quelque chose que j'allais continuer. La décision de le détruire est venue naturellement. Si je voulais transformer cette propriété en hôtel, je ne pouvais pas avoir un hôtel païen perturbant dans la forêt. Les touristes seraient effrayés. De plus, la clairière serait parfaite pour construire des cabanes supplémentaires. La vue d'ici était spectaculaire. Je suis rentré à la maison pendant que le soleil se cachait derrière les montagnes. Cette nuit-là, j'ai dormi de manière troublée. J'ai fait des rêves étranges, fragmentés. J'ai rêvé d'un homme grand et maigre, si maigre que ses os dépassaient de sa peau grise. Il n'avait pas de visage, juste une surface lisse où des traits auraient dû se trouver. Il se tenait dans la clairière, me regardant, et bien qu'il n'ait pas d'yeux, je savais qu'il me voyait. Je ressentais son regard comme un poids physique sur ma poitrine, me comprimant, m'étouffant. Je me suis réveillé en haletant. Il était 3h15 du matin. La maison était dans un silence absolu, un silence si profond que je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. Et alors je l'ai entendu. Un bruit venant de la forêt. Un coup rythmique, comme si quelqu'un frappait la pierre contre la pierre. Fort, constant, insistant. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. La pleine lune illuminait le terrain d'une lumière argentée et maladive. Je pouvais voir le chemin qui menait à la clairière. Et sur le chemin, quelque chose bougeait. C'était une silhouette, trop grande pour être humaine, trop maigre. Elle se déplaçait de manière étrange, avec des mouvements spasmodiques, comme si ses articulations ne fonctionnaient pas correctement. Elle marchait vers l'autel, et le bruit de coups provenait d'elle, de quelque chose qu'elle traînait ou frappait contre le sol. Mon esprit rationnel cherchait des explications. Un animal, un cerf peut-être, ou un ours. Mais les cerfs ne marchent pas sur deux pattes, et les ours n'ont pas cette forme. La silhouette est arrivée dans la clairière et a disparu parmi les arbres. Le bruit s'est arrêté. Le silence est revenu, encore plus oppressant qu'auparavant. Je n'ai pas dormi le reste de la nuit. Je suis resté assis sur le lit, toutes les lumières allumées, essayant de me convaincre que ce n'était qu'une illusion. Une hallucination causée par la fatigue et la suggestion d'avoir vu cet hôtel troublant. Le lendemain matin, avec la lumière du soleil restaurant ma confiance, j'ai pris une décision. J'allais démonter cet hôtel, pas aujourd'hui mais bientôt. D'abord, j'avais besoin d'engager quelqu'un pour m'aider. Certaines de ces pierres étaient trop lourdes pour les déplacer seul. Je suis allé au village le plus proche, un petit endroit appelé San Andrés del Monte, pour chercher des ouvriers. Dans la seule cantine du village, j'ai trouvé 3 hommes prêts à travailler pour un salaire journalier raisonnable. Je leur ai expliqué que j'avais besoin d'aide pour nettoyer une partie du terrain, enlever quelques anciennes structures. « Quel type de structure ?» demanda l'un d'eux, un homme d'âge moyen avec des mains calleuses et un visage tanné par le soleil. Un vieux hôtel, des pierres empilées dans les bois. Les 3 hommes se regardèrent. Quelque chose s'est passé entre eux, une communication silencieuse que je n'ai pas pu interpréter. « Nous ne pouvons pas t'aider avec ça, dit finalement l'homme. Je vous paierai le double. Ce n'est pas une question d'argent, monsieur. C'est une question de respect. Cet hôtel est là depuis plus longtemps que quiconque ne peut s'en souvenir. Don Mauricio s'en occupait, son père avant lui, et son grand-père avant cela. Il y a des raisons. Ce ne sont que des superstitions, dis-je, commençant à m'irriter. Peut-être, répondit l'homme en se levant, mais il y a des superstitions qui existent parce que la réalité derrière elles est trop terrible pour être expliquée autrement. Bonjour, monsieur. Les 3 sortirent de la cantine, me laissant seul avec ma frustration. Peu importe. Je pouvais le faire moi-même. Peut-être que cela me prendrait plus de temps, mais c'était possible. J'avais des outils dans le grenier, des marteaux, des leviers, des haches. Il me fallait juste de la détermination. Je commençais à travailler cet après-midi-là. D'abord, je nettoyais tous les déchets autour de l'hôtel, les offrandes pourries, les bouteilles vides, les poupées inquiétantes. Je les empilais tous et les brûlais, ressentant une étrange satisfaction en voyant les flammes consumer ces objets. Puis je me suis consacré aux pierres de l'hôtel lui-même. Elles étaient anciennes, couvertes de mousse et de lichen, collées entre elles par quelque chose qui semblait un mélange d'argile et de chaux. J'ai commencé à frapper avec le maillet, délogeant les pierres une par une. C'était plus difficile que je ne l'avais prévu. Les pierres étaient fermement en place, et certaines étaient incroyablement lourdes. J'ai travaillé pendant des heures, en sueur sous le soleil de l'après-midi, jusqu'à ce que je parvienne à démonter le dessus de l'autel. Sous les pierres supérieures, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait m'arrêter. C'était un espace creux,
une chambre cachée à l'intérieur de la structure. Et à l'intérieur de cette chambre, il y avait des choses, des os, de petits os qui pouvaient être d'animaux ou d'autres choses, des morceaux de tissu pourris, et un objet enveloppé dans du cuir si vieux qu'il s'effritait au toucher. Avec des mains tremblantes, je déroulais l'objet. C'était un couteau cérémoniel avec une poignée en os sculptée de symboles que je ne reconnaissais pas, et une lame d'obsidienne noire si tranchante que je me coupais le doigt rien qu'en la frôlant. Le sang tomba sur les pierres, et au moment où cela se produisit, je ressentis quelque chose, comme si l'air lui-même s'était tendu autour de moi, comme si quelque chose s'était réveillé. Un vent soudain souffla à travers la clairière, bien que le reste de la forêt resta immobile. Les arbres craquèrent. Quelque part à proximité, un oiseau cria, un son aigu et terrifié. Et alors j'entendis une voix, pas avec mes oreilles, mais dans ma tête. Une voix qui sonnait comme des os qui se brisent, comme de la terre glissant sur une tombe. Le pacte est rompu. Je lâchai le couteau et reculai, mon cœur battant à tout rompre. Je regardais autour de la clairière, mais il n'y avait personne. J'étais complètement seul. Tu as détruit ce qui maintenait la paix. Tu as versé du sang sans offrande. Tu as ouvert la porte. Qui es-tu ? Réussis-je à dire, ma voix sonnant petite et effrayée même à mes propres oreilles. Je suis le gardien, je suis celui qui protège et celui qui réclame. Je suis antérieur à ton peuple, antérieur à ta langue, antérieur à ton Dieu. Et maintenant que le pacte est rompu, je dois me nourrir. Je me mis à courir. J'abandonnai les outils, le couteau, tout. Je courus vers la maison comme si le diable me poursuivait. Peut-être qu'il le faisait. Cette nuit-là, les choses empirèrent. Cela a commencé par des bruits, des coups contre les murs, des griffures sur les fenêtres, le son de pas lourds sur le toit, bien que la maison n'ait que 2 étages et qu'il n'y ait aucun moyen que quelqu'un soit sur le toit. Les pas allaient et venaient d'un bout à l'autre pendant des heures. Puis vinrent les visites. À travers la fenêtre de ma chambre, j'ai vu des silhouettes se déplacer dans le jardin. Elles étaient grandes et minces, avec des membres trop longs. Elles se déplaçaient en groupe, 7 ou 8 d'entre elles, marchant en cercle autour de la maison. Leurs têtes se tournaient vers les fenêtres en passant, et bien qu'il fasse trop sombre pour voir leur visage, je savais qu'elles me regardaient. J'ai tiré les rideaux et je me suis caché sous les couvertures comme un enfant effrayé. Cela ne servait à rien. Je pouvais les sentir là dehors, attendant. Au lever du jour, les silhouettes avaient disparu. Je suis sorti de la maison, désespéré de lumière et d'air frais. Le jardin était dévasté. Les fleurs avaient été arrachées. Le gazon montrait des marques étranges, comme si quelque chose de lourd avait été traîné en cercle. Et à la porte principale, gravé dans le bois avec quelque chose de tranchant, il y avait un message. 7 jours, 7 offrandes, ou 7 vies. Ma première réaction a été de fuir, faire mes valises et partir, oublier cette ferme maudite et ne jamais revenir. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être était-ce de l'orgueil, peut-être était-ce de l'entêtement, ou peut-être au fond, je savais que fuir ne servirait à rien. Ce n'était pas une question de lieu, c'était une question de moi. J'avais rompu le pacte, j'étais responsable. J'ai conduit de retour à San Andrés del Monte. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de comprendre ce qu'était le gardien et ce que signifiait ce message. Je trouvai l'homme de la cantine chez lui, une petite construction en adobe à la périphérie du village. Quand il ouvrit la porte et me vit, son expression devint sombre. « Tu l'as fait, n'est-ce pas ? Tu as détruit l'hôtel. » Je ne niais pas. J'ai besoin de savoir ce que c'est. J'ai besoin de savoir comment l'arrêter. Il soupira et m'invita à entrer. Sa femme nous servit du café pendant qu'il me racontait l'histoire. Le gardien était ancien, plus ancien que les Aztèques, plus ancien que toute civilisation connue. C'était une entité qui avait vécu dans ces montagnes depuis des temps immémoriaux, se nourrissant de... Eh bien, personne n'était vraiment sûr de ce dont elle se nourrissait. De vie peut-être, d'énergie, de sang. Les anciens peuples avaient appris à l'apaiser. Ils avaient déconstruit l'autel et établi un pacte, des offrandes régulières en échange de protection. Tant que les offrandes étaient maintenues, le gardien protégeait la terre, les cultures prospéraient, les animaux prospéraient, les maladies étaient tenues à distance. Mais si les offrandes cessaient, si le pacte était rompu, le gardien réclamerait sa dette d'une autre manière. Quel type d'offrande ? Demandai-je, bien qu'une partie de moi connaissait déjà la réponse.
Au début, il y a des siècles, c'était des vies, des sacrifices humains. Mais avec le temps, les anciens ont appris qu'ils pouvaient le satisfaire avec des substituts, des animaux, de la nourriture, du sang de coupure superficielle. Tant que le rythme était maintenu, tant que la promesse était tenue. Le message dit 7 jours, 7 offrandes. L'homme hocha gravement la tête. Tu dois restaurer l'autel. Tu dois offrir 7 offrandes en 7 jours consécutifs, en commençant ce soir. Si tu ne le fais pas, il laissa la phrase inachevée. Que se passera-t-il si je ne le fais pas? Il prendra 7 vies, commençant par la tienne et s'étendant à ta famille. Une pour chaque jour qui passe sans offrande. C'est ainsi que fonctionne le pacte. 7 pour 7. Équilibre. Je sentis le sang quitter mon visage, ma famille, ma mère, mes frères, mes neveux. Comment fais-je les offrandes? Il m'a expliqué le processus en détail. Chaque nuit, au coucher du soleil, je devais aller dans la clairière. Je devais reconstruire l'autel du mieux que je pouvais. Je devais apporter de la nourriture fraîche, des tortillas, des fruits, de la viande crue. Je devais apporter des fleurs. Et je devais offrir du sang. Ton propre sang, a-t-il précisé, juste quelques gouttes. Coupe ta paume avec le couteau cérémoniel, je suppose que tu l'as trouvé, et laisse le sang tomber sur les pierres. Pendant que tu fais cela, tu dois promettre à voix haute que tu respecteras le pacte, que tu maintiendras les offrandes, que tu respecteras le gardien. Et si je le fais, est-ce que ça s'arrêtera? Si tu accomplis les 7 offrandes sans en manquer une seule nuit, le pacte sera renouvelé. Mais tu dois comprendre, Javier, une fois que tu commences, tu ne peux pas t'arrêter. Jamais. Tu devras faire des offrandes chaque semaine pour le reste de ta vie. Si tu pars, si tu quittes la terre, si tu cesses de remplir, le gardien viendra te chercher peu importe où tu es. C'était une prison, une chaîne qui me lierait à cette ferme pour le reste de ma vie. Mais quelle option avais-je? Je suis retourné à la ferme avec les matériaux nécessaires. J'ai passé les heures de lumière à reconstruire l'autel, repositionnant chaque pierre avec des mains tremblantes. J'ai nettoyé la zone, balayant les débris que j'avais créés. J'ai remis le couteau cérémoniel à sa place, enveloppé dans un cuir neuf que j'avais acheté au village. Au coucher du soleil, j'ai fait ma première offrande. Je mis les tortillas fraîches sur l'autel. J'ai disposé les fruits en cercle. J'ai placé la viande crue au centre. J'ai allumé des bougies autour du périmètre. Et puis, avec le couteau cérémoniel, je me suis coupé la paume de la main gauche. La douleur était aiguë mais pas insupportable. J'ai fermé le poing, laissant le sang goûter sur les pierres. Le sang tombait avec un son doux, presque comme la pluie. Je promets de tenir le pacte, dis-je à voix haute, ma voix se brisant légèrement. Je promets de respecter le gardien. Je promets de faire les offrandes comme il se doit. J'accepte la responsabilité de mes actions. Pendant un moment, rien ne se passa. La forêt restait silencieuse. Puis, progressivement, je sentis la pression dans l'air diminuer. Comme si quelque chose s'était détendu, satisfait. Les bougies vacillèrent, bien qu'il n'y ait pas de vent. Et j'eus la sensation indéniable que quelque chose d'invisible était là, observant, acceptant mon offrande. J'ai vendu ma main et je suis rentré à la maison. Cette nuit-là, j'ai dormi sans cauchemar pour la première fois depuis des jours. Les 6 jours suivants furent identiques. Chaque crépuscule, je me rendais à la clairière. Chaque nuit, je présentais l'offrande et versais mon sang. Chaque fois, je sentais cette présence invisible accepter ce que j'offrais. Le 7e jour, quelque chose de différent s'est produit. Quand je suis arrivé dans la clairière, il y avait quelqu'un, ou quelque chose, qui m'attendait. C'était la silhouette grande et mince de mes cauchemars, debout à côté de l'autel. À la lumière du coucher de soleil, je pouvais la voir plus clairement. Sa peau était grise comme de la cendre. Ses bras et ses jambes étaient grotesquement longs, avec des articulations qui se pliaient à des endroits incorrects. Et son visage était une surface lisse et sans traits, exactement comme je l'avais vu dans mes rêves. Le gardien. Je me suis figé, incapable de bouger ou de parler. La créature me regardait, si c'était le mot juste, étant donné qu'elle n'avait pas Dieu. Puis, lentement, elle leva l'une de ses mains. Elle avait des doigts incroyablement longs, qui se terminaient par des griffes courbées. Elle a pointé l'autel, puis elle m'a désigné. Le message était clair, complète l'offrande finale. Avec des mains tremblantes, j'ai placé la nourriture sur l'autel. J'ai allumé les bougies. J'ai pris le couteau et je me suis coupé la paume, la droite cette fois.
puisque la gauche était encore en train de guérir des coupures précédentes. Le sang est tombé sur les pierres. Le gardien s'est penché en avant, rapprochant ce visage sans trait des gouttes de sang. Et je le jure, j'ai vu comment les gouttes disparaissaient, absorbées par quelque chose d'invisible. Quand il a fini de se nourrir, la créature s'est redressée. Elle a levé une main et a touché mon front avec un doigt. Le contact était glacial, comme toucher de la glace sèche. Et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose entrer dans mon esprit. Connaissance. Compréhension. Des images de siècles passés, de générations de ma famille maintenant ce pacte. Des conséquences terribles lorsque quelqu'un le rompait. J'ai vu des villages entiers disparus. J'ai vu des champs stériles où il y avait autrefois abondance. J'ai vu des personnes consumées, leur vie drainée, leur corps retrouvé flétri comme des plantes sans eau. Je comprends. Le gardien n'était pas malveillant. Il était naturel. Aussi naturel qu'une rivière qui a besoin de pluie, comme un feu qui a besoin de combustible. Il existait simplement, et son existence nécessitait un soutien. Le pacte n'était pas une malédiction. C'était un accord mutuellement bénéfique. Protection en échange de nourriture. La créature retira sa main de mon front. Puis, sans aucun bruit, elle cessa simplement d'être là. Elle ne s'est pas évaporée ni ne s'est éloignée en marchant. Elle est simplement partie. Le pacte était renouvelé, et j'étais lié à lui pour toujours. C'était il y a 3 ans. Je vis toujours dans le domaine. J'ai abandonné ma carrière d'architecte. Certains de mes amis pensent que je suis fou, que j'ai gaspillé mon potentiel pour vivre comme un ermite dans les montagnes. Ma famille me rend visite rarement, et quand ils le font, je peux voir l'inquiétude dans leurs yeux. Mais je vais bien. Je le suis vraiment. J'ai appris à comprendre et, d'une manière étrange, à respecter le gardien. Je fais les offrandes fidèlement. 1 fois par semaine, sans faute, je vais à l'autel au coucher du soleil. Je n'ai plus besoin de me couper, une simple piqûre au doigt suffit. C'est un rituel, un rythme qui est devenu une partie de ma vie. La terre prospère. Mon petit jardin produit plus que je ne peux manger. Les animaux sont abondants. Je suis devenu autosuffisant de manière que je n'aurais jamais cru possible. Et la nuit, quand je marche dans la forêt, je vois parfois le gardien au loin, observant, protégeant. Je n'ai plus peur de lui. Nous sommes parvenus à un accord, lui et moi. Je fais ma part du pacte, et il fait la sienne. C'est un échange équitable, mais je me demande toujours, combien d'autres terres, combien d'autres endroits dans le monde maintiennent des pactes similaires? Combien d'entre nous, sans le savoir, vivent sous des protections anciennes achetées avec des offrandes que quelqu'un d'autre fait en notre nom? Et je me demande ce qui se passera quand je ne pourrai plus maintenir les offrandes, quand je serai trop vieux, quand je mourrai. Qui prendra ma place? Qui héritera de ce devoir? Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Je sais juste qu'à chaque semaine, lorsque le soleil commence à se cacher derrière les montagnes, je prends mon panier avec des offrandes et je marche vers la clairière dans la forêt. Et tant que je le ferai, tant que je tiendrai ma promesse, je serai en sécurité. Le pacte protège, le pacte exige, le pacte demeure. Et je suis son gardien autant que le gardien est le mien. C'est l'histoire que Javier m'a envoyée. Il dit qu'il continue de vivre dans cette ferme, respectant le pacte semaine après semaine. Parfois, il m'envoie des mises à jour, me racontant sa vie là-bas. Si jamais vous avez ressenti qu'il y a des endroits avec leurs propres règles, leurs propres lois que nous ne comprenons pas, partagez-le dans les commentaires. Cela me fascine de savoir quelles expériences vous avez eues. Et si ce genre d'histoire vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour en écouter plus chaque semaine. Parfois, les anciens pactes restent en vigueur pour de bonnes raisons. Prenez soin de vous ce soir, et à bientôt. J'ai reçu ce témoignage d'une auditrice nommée Carolina, qui vit dans un petit village près de Guadalajara. Ce qu'elle m'a raconté sur son expérience lorsqu'elle était enfant m'a laissé pensif pendant des jours. Si tu as déjà vécu quelque chose d'inexplicable dans ton enfance, quelque chose qui te poursuit encore aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que tu le partages dans les commentaires. Parfois, ces souvenirs nous accompagnent toute notre vie en cherchant à être racontés. Maintenant, laisse-moi t'emmener dans une vieille maison dans un village oublié.
où Carolina et sa famille ont vécu quelque chose que personne d'autre n'a pu expliquer jusqu'à ce jour. Je m'appelle Carolina et j'ai 34 ans. Ce que je vais raconter s'est produit quand j'avais 11 ans, mais je m'en souviens avec une clarté qui me terrifie. Il y a des choses que la mémoire devrait nous permettre d'oublier, mais celle-ci n'en fait pas partie. C'était l'été 2001. Mes parents venaient de divorcer et ma mère a décidé que nous avions besoin d'un changement radical. Elle a vendu notre appartement à Guadalajara et, avec cet argent et ses économies, elle a acheté une vieille maison dans un village appelé San Isidro, à environ 2 heures de la ville. Elle disait que ce serait bien pour nous, plus calme, plus économique, que nous pourrions recommencer à zéro. Je ne voulais pas y aller. J'avais des amis en ville, mon école, ma vie, mais on ne m'a pas laissé le choix. Ainsi, fin juillet, ma mère, mon petit frère Thomas, qui avait alors 8 ans, et moi avons déménagé à San Isidro. La maison était énorme, bien plus grande que notre appartement. Elle avait 2 étages, 6 pièces, une cour arrière avec des arbres fruitiers et un sous-sol que ma mère a dit que nous utiliserions comme cave. Elle était magnifique, oui, mais il y avait quelque chose en elle qui me mettait mal à l'aise dès le premier instant. Je ne peux pas l'expliquer. C'était comme si la maison t'observait. Ce qui m'a le plus frappé, ce sont les miroirs. Il y avait des miroirs partout. Dans chaque pièce, dans chaque couloir, certains petits, d'autres énormes, allant du sol au plafond. Des miroirs anciens avec des cadres ornés, dorés, argentés, certains en bois sculpté. Quand j'ai demandé à ma mère pourquoi il y en avait autant, elle haussa les épaules. Les anciens propriétaires devaient aimer les miroirs. Ils sont magnifiques, tu ne trouves pas? Décoratifs. Ils donnent l'impression que la maison est plus grande, mais je n'aimais pas ça. Il y avait quelque chose d'inquiétant à voir constamment ton reflet, à chaque coin que tu regardais. Les premiers jours furent chaotiques. Déballer, arranger les meubles, nettoyer la poussière accumulée. La maison était vide depuis presque 2 ans, nous a dit l'agent immobilier. Les anciens propriétaires étaient départis brusquement, mais il n'a pas donné plus de détails. Ma chambre était au 2e étage, au bout du couloir. Elle était spacieuse, avec une grande fenêtre donnant sur la cour arrière. Et, bien sûr, elle avait un miroir. Un vieux miroir à cadre doré qui couvrait presque tout le mur en face de mon lit. J'ai demandé à ma mère de l'enlever. « Pourquoi ? Il est magnifique, dit-elle. Je n'aime pas. Ça me fait peur. Carolina, ne sois pas ridicule. Ce n'est qu'un miroir. Mais il est juste en face de mon lit. Je ne veux pas me voir quand je me réveille. » Ma mère a soupiré, fatiguée. « D'accord, nous le couvrirons avec un drap si ça te dérange tant, mais nous ne l'enlèverons pas. Il est fixé au mur et nous risquerions d'endommager le plâtre. » Cette nuit-là, nous avons accroché un drap blanc sur le miroir. Il était complètement couvert. Je me suis senti un peu mieux. La première semaine a été étrangement calme. Nous avons exploré le village, rencontré les voisins, acheté ce qui était nécessaire pour la maison. Thomas semblait bien s'adapter. Moi, je regrettais ma vie d'avant, mais je faisais un effort. Tout a changé la 8e nuit. Je me suis réveillé sans raison apparente. Il était tard, après minuit selon l'horloge sur ma table de nuit. La maison était en silence complet. Je suis resté allongé, regardant le plafond, me demandant ce qui m'avait réveillé. Puis je l'ai remarqué. Le drap qui couvrait le miroir était par terre. Je me suis assise sur le lit, le cœur battant plus vite. Il a dû tomber, ai-je pensé. Il était mal accroché. C'est tout. Mais en regardant maintenant le miroir découvert, j'ai vu quelque chose qui a glacé mon sang. Mon reflet ne faisait pas la même chose que moi. J'étais assise sur le lit, regardant le miroir. Mais mon reflet était allongé, de côté, me regardant directement. J'ai cligné des yeux. 1 fois. 2 fois. Mon reflet n'a pas cligné. Il me regardait simplement avec de très grands yeux, sans bouger. J'ai crié. Ma mère est arrivée en courant, allumant les lumières dans le couloir. Elle est entrée dans ma chambre, les cheveux en désordre et l'expression inquiète. « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai pointé le miroir d'une main tremblante. Le miroir. Mon reflet était... Mais quand j'ai regardé à nouveau, mon reflet était normal. Moi, assise sur le lit, en train de signaler. Ma mère debout près de la porte. Tout était correct. « Carolina, qu'est-ce qui t'arrive ?» a demandé ma mère en s'approchant. Moi, j'ai vu...
Je ne savais pas comment l'expliquer. Ça semblait ridicule même dans ma tête. La drap était tombée. Ma mère a regardé la drap sur le sol. Elle devait être mal accrochée. Viens, je t'aide à la remettre. Non, je ne veux pas la couvrir. Je veux que tu l'enlèves. Carolina, on en a déjà parlé. S'il te plaît. J'étais au bord des larmes. S'il te plaît, maman, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce miroir. MTD. Ma mère m'a regardé avec cette expression que les adultes utilisent quand ils pensent que tu es irrationnel mais ne veulent pas être durs avec toi. C'est bon. Demain, on verra comment l'enlever sans endommager le mur. Pour ce soir, veux-tu dormir avec moi? J'ai hoché la tête. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre de ma mère, blotti contre elle comme quand j'étais petite. Le lendemain matin, ma mère a essayé d'enlever le miroir. Mais il s'est avéré qu'il était collé au mur avec une sorte de colle industrielle. Nous avons même appelé un voisin qui travaillait dans la construction pour nous aider. Après 1 heure d'essai, il nous a dit que la seule façon de l'enlever serait de le casser, et cela pourrait être dangereux en plus d'apporter de la malchance selon lui. Sont 7 ans de malchance si tu as brisé un miroir, dit-il, mi-ironique, mi-sérieux. Ma mère a décidé de le laisser, mais elle m'a changé de chambre. Je suis déménagé dans une plus petite de l'autre côté du couloir. Cette chambre n'avait qu'un petit miroir au-dessus de la coiffeuse, facile à couvrir. Je pensais que cela résoudrait le problème, mais cela l'a simplement empiré. Parce que même si je n'étais plus dans la chambre avec le grand miroir, la chambre était toujours là, de l'autre côté du couloir. Et le soir, quand tout était sombre et silencieux, j'entendais parfois des bruits venant de là-bas, des craquements, comme si quelqu'un marchait sur le parquet en bois, des murmures, très faibles, impossibles à comprendre, et une fois, un rire, doux, féminin, qui s'est arrêté brusquement. Je n'ai rien dit à ma mère. Je savais qu'elle ne me croirait pas, mais Thomas m'a cru. Un après-midi, 2 semaines après notre déménagement, Thomas est venu dans ma chambre. Il avait l'air effrayé. « Caro, je peux te raconter quelque chose de bizarre. » « Bien sûr. Que se passe-t-il » Il s'est assis sur mon lit, enroulé autour de ses genoux. Parfois, je vois des choses dans les miroirs. Ma peau s'est hérissée. Quel genre de choses? Des personnes qui ne devraient pas être là. Comme hier, j'étais dans le salon en train de jouer à des jeux vidéo et j'ai regardé le grand miroir au-dessus de la cheminée. J'ai vu une fille debout derrière le canapé, mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. À quoi ressemblait-elle? Je ne sais pas. Tout est allé très vite. Elle avait de longs cheveux foncés et une robe blanche. Mais quand j'ai regardé à nouveau dans le miroir, elle n'était plus là. « Tu l'as dit à maman ?» Il secoua la tête. « Elle ne va pas me croire. Elle dira que c'est mon imagination. » Il avait raison. Et le pire, c'est que je savais que ce n'était pas son imagination. Parce que moi aussi j'avais commencé à voir des choses. Des ombres qui bougeaient dans les reflets quand personne d'autre n'était prêt. Des figures floues dans les coins des miroirs qui disparaissaient quand on les regardait directement. Et des visages. Juste une seconde, une fraction de seconde. Un visage qui n'était pas le tien te regardant depuis le cristal. J'ai dit à Thomas que nous devions être prudents, que nous ne devrions pas être seuls près des grands miroirs, que si nous voyions quelque chose d'étrange, nous ne devrions pas le regarder fixement. Pourquoi pas? A-t-il demandé. Je ne sais pas. Je ressens juste que c'est ce qu'il faut faire. Mais je n'ai pas suivi mon propre conseil. C'était une nuit de vendredi, 3 semaines après notre déménagement. Ma mère était sortie dîner avec de nouvelles amies du village. Thomas et moi étions seuls. Il s'était endormi tôt après avoir regardé un film. J'étais dans le salon, lisant un livre, essayant d'ignorer les miroirs qui m'entouraient. Alors j'ai entendu le piano. La maison avait un vieux piano dans ce que ma mère appelait la salle de musique. Une petite pièce au premier étage que nous n'avions pas encore entièrement meublée. Le piano était venu avec la maison, désaccordé et couvert de poussière. Les notes étaient simples, répétitives, comme si quelqu'un appuyait sur les mêmes touches encore et encore. Pling, pling, pling. Je me suis levé et j'ai marché vers la salle de musique. La porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée doucement et j'ai regardé à l'intérieur. Personne ne jouait du piano. Les touches bougeaient toutes seules, s'enfonçant et se relevant, produisant ces notes monotones. Pling, pling, pling. J'aurais dû partir. J'aurais dû courir. Prendre Thomas et quitter la maison. Mais la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus,
m'a fait entrer. Il y avait aussi un miroir dans cette pièce. Un miroir en pied dans le coin. En marchant vers le piano, mon reflet bougeait avec moi. Normal, correct. Les touches ont cessé de bouger brusquement. Le silence était assourdissant. Et alors, dans le miroir, j'ai vu quelque chose qui a arrêté mon monde. Il y avait quelqu'un debout derrière moi dans le reflet. Une fille, comme Thomas l'avait décrite. Cheveux longs et noirs. Robe blanche, sale et déchirée. Elle était juste derrière moi, si proche que je pouvais toucher son épaule. Je me suis tourné violemment. Il n'y avait personne derrière moi. J'ai regardé à nouveau dans le miroir. La fille était toujours là, dans le reflet. Maintenant, elle souriait. C'était un sourire horrible, trop large, trop étendu pour son visage. Et alors, elle a parlé, pas à voix haute. Ses lèvres bougeaient dans le reflet et sa voix résonnait dans ma tête. Je veux jouer. Je reculais, trébuchant sur mes propres pieds. Je tombais au sol. Le miroir était maintenant à quelques mètres, mais je pouvais voir clairement la scène reflétée. La petite fille était agenouillée à côté de moi dans le reflet, approchant son visage du mien. « Pourquoi ne joues-tu pas avec moi? Je suis toute seule depuis si longtemps. Sors d'ici !» criai-je, ma voix se brisant. Tout le monde est parti. Ceux d'avant sont partis. Mais vous êtes restés. Finalement, quelqu'un est resté. Je me suis traîné en arrière, vers la porte. La fille dans le miroir me suivait, bougeant par à-coups, de manière peu naturelle, comme une marionnette. « Ne pars pas. Si tu pars, je vais me fâcher. Tu n'aimeras pas quand je serai en colère. » Je suis arrivé à la porte. Je me suis levé et j'ai couru. J'ai couru vers les escaliers. J'ai monté 2 à 2. Je suis entré dans la chambre de Thomas et j'ai verrouillé la porte. Thomas s'est réveillé en sursaut. « Caro, qu'est-ce qui se passe? Nous devons quitter cette maison, » dis-je en haletant. « Il y a quelque chose de mauvais ici. Quelque chose de très mauvais. » Thomas s'est levé du lit, effrayé par mon ton. « Qu'as-tu vu? » Une fille, dans le miroir. Elle m'a parlé. « Thomas, ce n'était pas mon imagination, c'était réel. »« Je te crois, » dit-il rapidement. « Je te crois parce que je l'ai aussi vue plusieurs fois. Pas seulement cette fois. Je la vois presque toutes les nuits dans le miroir de ma chambre. Parfois, elle me regarde simplement. D'autres fois, elle bouge les lèvres comme si elle parlait. Mais je n'entends rien. Nous sommes restés là, dans sa chambre, en attendant que ma mère revienne. Mais les heures passaient et elle n'arrivait pas. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Vers 2 heures du matin, nous avons entendu un coup, puis un autre, et encore un autre. Il venait du couloir. On aurait dit que quelqu'un frappait aux portes une par une en s'approchant. Bang, bang, bang. Chaque coup plus proche, plus fort. « Il vient par ici », chuchota Thomas, les yeux très ouverts. Bang, bang, bang. La porte de la chambre voisine. Bang, bang, bang. Notre porte. Et puis le silence. Nous avons attendu. 30 secondes. 1 minute. 2 minutes. Rien. Et puis nous avons entendu sa voix. Pas dans nos têtes cette fois. C'était une voix réelle, venant de l'autre côté de la porte. La voix d'une petite fille, chantant. Les bons enfants jouaient avec moi. Les mauvais enfants doivent partir. 1, 2, 3. Qui veut se cacher? 4, 5, 6. Je vais vous trouver. La chanson continua, encore et encore, pendant ce qui sembla des heures. Thomas et moi nous sommes embrassés, tremblants, pleurant en silence. Finalement, nous avons entendu la voiture de ma mère entrer dans le garage. La porte principale s'ouvrant. Ses pas dans les escaliers. La chanson s'est arrêtée immédiatement. Ma mère a frappé à notre porte. « Enfant, pourquoi êtes-vous ensemble? Quelque chose ne va pas ?» J'ai ouvert la porte et je me suis jeté dans ses bras. « Maman, nous devons quitter cette maison. S'il te plaît, nous ne pouvons pas rester ici. » Nous lui avons raconté tout, chaque détail. Au début, elle pensait que nous avions fait des cauchemars partagés, mais quand elle a vu à quel point nous étions terrifiés, à quel point nous étions sérieux, son expression a changé. « Je vais enquêter sur cette maison demain », a-t-elle finalement dit. « Mais pour cette nuit, nous dormirons tous ensemble dans ma chambre, d'accord ?» Nous avons hoché la tête. Le lendemain matin, ma mère est allée aux archives municipales et au journal local pour enquêter sur l'histoire de notre maison. Ce qu'elle a trouvé était troublant.
La maison avait été construite en 1920 par une famille riche. En 1952, un couple y vivait avec leur fille unique, une petite fille de 7 ans appelée Lucia. La mère était une femme obsédée par la beauté et l'apparence. Elle a rempli la maison de miroirs pour, selon elle, multiplier la beauté. Mais Lucia est née avec une déformation faciale, une malformation de sa bouche qui lui donnait une apparence perturbante. Sa mère, honteuse, la maintenait enfermée dans la maison. Elle n'allait pas à l'école, elle n'avait pas d'amis. Il n'y avait qu'elle et les miroirs. Les voisins de l'époque rapportaient qu'ils entendaient parfois la petite fille pleurer, supplier qu'on la laisse sortir. Mais sa mère insistait que tout allait bien. Une nuit de 1959, il y eut un incendie dans la cave. Lorsque les pompiers arrivèrent, ils trouvèrent les parents sains et saufs à l'extérieur. Mais Lucia était toujours à l'intérieur, piégée dans sa chambre au 2e étage. Sa mère avait fermé la porte à clé de l'extérieur. Lucia est morte dans cet incendie. Elle n'avait que 14 ans. Les parents ont été enquêtés mais jamais formellement accusés. Ils ont quitté le village et la maison est restée abandonnée pendant des années. Depuis, elle a eu plusieurs propriétaires, mais aucun ne restait plus de quelques mois. Tous rapportaient des choses étranges, des bruits, des apparitions, des voix. Mais les agents immobiliers minimisaient toujours ces rapports, désespérés de vendre la propriété maudite. Quand ma mère nous a raconté cela, j'ai su que nous ne pouvions pas rester. Et à mon soulagement, elle a été d'accord. Nous allons perdre de l'argent, dit-il. Mais cela n'en vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de vivre dans la peur chez soi. Cette même semaine, nous avons mis la maison en vente. En attendant, nous sommes allés vivre chez ma grand-mère à Guadalajara. Nous sommes retournés à la maison une seule fois de plus pour récupérer le reste de nos affaires. C'était pendant la journée, avec les lumières allumées et tous les miroirs couverts de draps. Mais pendant que je faisais mes valises dans ma vieille chambre, celle avec le grand miroir que nous n'avons pas pu enlever, j'ai ressenti une présence. Lentement, j'ai levé les yeux vers le drap qui couvrait le miroir. Le drap bougeait, comme s'il y avait une brise, mais il n'y avait pas de fenêtres ouvertes. Et alors j'ai vu une petite protubérance, comme si quelqu'un appuyait de l'autre côté, depuis l'intérieur du miroir. Je suis sorti de cette chambre et je n'y suis jamais retourné. Finalement, après 6 mois, quelqu'un a acheté la maison. Un jeune couple sans enfants. Ma mère a essayé de les avertir, mais ils pensaient que ce n'était que des superstitions. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Je ne veux pas le savoir. Il s'est passé 23 ans depuis lors. Maintenant, je vis à Monterrey. J'ai ma propre famille, une vie normale. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais pu surmonter. Ma relation avec les miroirs. Je n'en ai aucun chez moi. Pas un seul. Mon mari pense que c'est une excentricité. Mes enfants se plaignent parfois. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas avoir de miroir autour de moi. Parce que parfois, quand je passe devant une fenêtre la nuit et que je vois mon reflet, ou quand j'entre dans une salle de bain publique avec de grands miroirs, je vois quelque chose du coin de l'œil. Une petite fille aux cheveux sombres et vêtue de blanc, debout juste derrière moi, souriant. Et même si je sais que lorsque je me tournerai, il n'y aura personne là, cette image me hante. Elle me hantera toujours, parce que Lucia ne voulait pas que nous partions. Et je pense qu'une partie d'elle ne m'a jamais laissé partir. C'était l'expérience que Carolina a vécue il y a plus de 2 décennies. Elle m'a dit que l'écrire a été cathartique, que peut-être la partager aiderait d'autres personnes qui ont vécu quelque chose de similaire à se sentir moins seules. Si toi aussi tu as une histoire sur des maisons hantées, des miroirs, ou toute expérience paranormale qui t'a marqué, laisse-la moi dans les commentaires. Chaque histoire mérite d'être écoutée et respectée. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Repose-toi bien et on se retrouve pour la prochaine histoire.